Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du 0RR Podcast, toujours animé par les frères Gallois. Bonjour à tous, Et aujourd'hui, mon frère, on a des lumières. on a des belles lumières. Regardez-moi ça, on les a reçues ce matin et elles servent de magnifiques décors. Donc c'est le jeu des 7 différences. Voilà, il y a des choses qui ont changé et surtout les lumières vont être en crash test avec nous sur ce podcast. Vont-elles durer la durée du podcast? Parce que du coup elles ne sont pas branchées, elles fonctionnent sur batterie. Donc à voir si elles tiennent ou pas. Moi j'y crois. On ne savait pas comment introduire ce podcast, bah voilà, c'est chose faite. Les lumières, les micros sont toujours au point en tout cas. Les pieds de micro également. Les pieds de micro toujours on point. Voilà. Et aujourd'hui, mon frère, on va parler de quoi? On va parler de l'évolution de la musculation au fur et à mesure des années. Exactement, alors on n'a pas non plus une si grosse expérience, mais on a vu en ces quelques dernières années le monde de la musculation évoluer. Enfin vraiment c'est la chose qui a peut-être le plus pété sur, enfin du moins en France, hein, sur le côté un peu physique, démonstration de notre corps. C'est surtout que c'est un sujet qui est assez intéressant parce que le rapport à la musculation de manière générale, aujourd'hui, n'est pas du tout la même que 10 ans en arrière, par exemple. Exactement. Et je pense que ça peut être intéressant de parler de ça, de parler de l'évolution, des bons côtés de cette évolution, des mauvais côtés de cette évolution, et juste peut-être donner notre expérience vis-à-vis de tout ça, sachant que on s'entraîne depuis plusieurs années, enfin un peu plus d'une dizaine d'années. C'est vrai Pour que c'est toi, toujours, ouais, c'est moi toujours un peu compliqué. moins, mais oui. C'est toujours compliqué. Ouais, je dirais peut-être ça fait 12 ans, quelque chose comme ça, que j'ai commencé à m'entraîner. En fait, Tu dis pas 12 ans et demi? en fait, c'est juste que je sais pas. Tu vois, il y en a, tu sais, genre la date où ils ont commencé la muscu. Exactement. Tu sais, c'est comme tu sais, la date avec ta meuf, tu vois. Genre, ils la connaissent par cœur. Enfin, quoique, il y en a certains, ils connaissent mieux la date à laquelle ils ont commencé la muscu que leur date avec leur meuf. Mais tout ça pour dire que moi, quand j'ai commencé la muscu, tu sais, j'avais pas ce. Tu sais, les gens, parfois, enfin, aujourd'hui, ils commencent beaucoup, parfois à cause d'un mal-être, parfois à cause de. C'est vrai que moi, j'avais pas tout ça. Donc, en fait, mon début de la muscu n'a pas été aussi, on va dire, impactant pour moi que ça peut l'être pour certaines personnes. C'est pour ça que, honnêtement, je dirais ouais, entre 12 et 13 ans que j'ai commencé la muscu. Mais voilà, je vais pas faire comme certains, tu sais, El Famoso. Le mec, ça fait 6 ans qu'il va en salle. Oui, alors je m'entraîne sérieusement depuis 3 mois. Ça On, fait on- 6 ans que tu as commencé à lire. on vous voit, les mecs. Parce que tu sais, il y a un peu ce côté du style. Aujourd'hui, tu dois avoir des résultats rapidement. Et en fait, c'est presque une honte de dire que tu t'entraînes depuis longtemps. Alors qu'en fait, moi, je vois ça absolument qu'une fierté. Mais effectivement, aujourd'hui, les gens ont honte de dire qu'ils s'entraînent rapidement. Parce qu'ils pensent que les résultats qu'ils ont eus ou qu'ils ont là actuellement n'est pas en corrélation avec la durée de pratique en fait. Ouais. Et ça, on l'observe de plus en plus. Hein. Effectivement, des personnes qui disent ouais, ça fait 2 ans que je m'entraîne de manière sérieuse, sinon ça fait 8 ans que je suis déjà rentré dans une salle de sport. Bon, ça fait 8 ans que tu t'es entraîné. Peut-être qu'il y a eu des coupures, peut-être que tu n'as pas été hyper Ouais, c'est intense, ça. mais tu t'entraînes depuis longtemps. Et en fait, je te disais 12 ans et demi parce que tu sais, le et demi, c'est comme quand on est petit, t'as quel âge? Ah, j'ai 5 ans et demi. Bah ouais, parce que des fois, le et demi, il est rigolo parce que bah, encore tout à l'heure, j'étais en appel avec quelqu'un qui me disait qu'il pratiquait depuis 2 ans et demi. Et le et demi, il m'a fait sourire parce que c'est précis quoi. Nous, on sait même plus quand est-ce qu'on a commencé Ouais. et on dit oh ça va peut-être faire 7, 8, 9, 10 et le et demi il prend je sais pas toute sa richesse dans le côté bah j'insiste quoi, ça fait 2 ans et demi que j'ai commencé et c'est précis. Ouais, il y en a pour qui vraiment c'est assez important. Mais ouais, c'est ça en fait. Aujourd'hui, il faut avoir des résultats rapides. Mm. Et aujourd'hui, tu vois, sur les réseaux, bah, les mecs montrent des transformations véritables ou non, hein, en parfois 3 à 6 mois, parfois 1 an. Et en fait, les gens pensent que c'est ça la norme et que en gros, si toi, tu t'es pas transformé de la même façon, genre, mec, si t'as pas pris 20 kilos de muscle en 6 mois, tu vois, genre, il y a Ouais, quelque chose qui t'es va mauvais pas. quoi, ouais. T'es mauvais. Et C'est donc, pas vrai. c'est pour ça que les gens ont tendance à raccourcir leur nombre d'années de muscu. Et ça fait écho directement à ta transformation avec le Prime, où en fait, tu as eu
un refresh, un retour de ta shape. Je dis bien ça parce que peut-être que tu avais eu un physique au bout d'un moment très fatigué, ou du coup tu fais plus gaffe à tout ce que tu faisais parce que bah, voilà, le boulot, machin. Et le fait que tu relances tout ça et qu'aujourd'hui tu sortes des physique updates insane, eh bien peut-être que les gens accordent ça en disant ah putain, en 3 mois il faut voir le physique qui s'est chopé. Eh non, et de deux, ça fait 10 ans qu'ils s'entraînent, plus de 10 ans. Donc Bah, ça fait complètement écho à cette ouverture de podcast. c'est surtout que pour revenir rapidement du coup sur les photos et les vidéos que j'ai partagées récemment, en fait elles ont, si on regarde purement les stats, les chiffres qu'elles ont faites, genre c'est littéralement, en fait pour tout vous dire, j'en parlais avec Rémi tout à l'heure, j'étais C'est limite pour un ça que peu j'en parle. dégoûté Ouais. parce que en gros, quand je fais des vidéos, quand je fais un réel par exemple, un réel, je crois que je l'ai déjà dit dans ce podcast, donc j'en fais un par jour depuis plus de 2 ans. Et en gros, c'est minimum 3 heures de travail entre l'écriture, le tournage et le montage. Et il y a certains réels sur lesquels j'ai apporté beaucoup d'informations. Tu vois, genre, je pense à celui sur la digestion, celui sur les points faibles, celui sur. Où vraiment j'ai été. C'est des réels qui sont forcément un peu plus longs, sur lesquels du coup il y a eu beaucoup plus de montage pour essayer de les rendre dynamiques, etc. Mais en fait, ils ont fait genre 1000 likes genre, sur le réseau. Et Bah, on 1000 parle. likes, c'est très bien, mais pour, on va dire, une Voilà, audience comme celle de Denis. pour comprendre, pour que vous compreniez, je vais donner les chiffres après du reste. Et genre, on parle de réel sur lequel il y a. Donc, j'ai travaillé avec un monteur et voilà, compter à peu près une vingtaine d'heures de boulot au total. Je sais pas si vous en comptez, enfin, si vous vous rendez compte de ça, mais c'est énorme. Pour juste une putain de publication. Hein. Sans compter qu'à côté, tu as YouTube, sans compter que tu as tes coachings, sans compter que tu as de la création Oui, pour d'autres oui. choses. Enfin voilà. C'est-à-dire que. Non, non, mais attends, juste. Et genre, je prends une putain de photo genre en fin de séance, tu vois. C'est même pas une photo, c'est une vidéo. Genre, juste, le seul truc que je fais, c'est je me dessape, tu vois. Je me mets en face du miroir pour inaugurer le miroir, parce que c'était ça, on venait juste de le recevoir. Voilà, je fais une vidéo, je fais 2-3 screens sur la vidéo, je mets ça sur le réseau. En 1 heure, 5000 likes. Et genre, je me dis, mais bordel, genre, et ça m'a pris 10 secondes. Et vous vous rendez compte, le ratio temps. Et alors, pourquoi ça a fonctionné? Parce qu'en fait, jusqu'ici, j'ai quasiment jamais montré mon physique, tu vois. J'ai quasiment jamais montré mon physique. Je pense que je suis un peu con aussi, dans le sens où je pense que ça m'aurait vachement aidé potentiellement à augmenter le reach de mes publications. Parce que, avant tout, en fait, le nombre de personnes qui me suivent, etc., c'est pas forcément quelque chose auquel j'accorde de l'importance. Je sais même pas actuellement combien de personnes me suivent sur le réseau, par exemple, parce que c'est, encore une fois, c'est un chiffre auquel je n'accorde pas d'importance. Donc ça peut être énormément, ça peut être peu. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les interactions que je vais avoir. Hmm. Donc discuter avec vous, tout simplement, comme on peut le faire dans les commentaires du podcast. Et en gros, le fait que mes vidéos vont aider les gens. Et en fait, c'est trop con, mais genre, juste quand j'ai posté mes vidéos de mon physique, toutes les vidéos que j'ai postées, enfin, quand j'ai posté les photos, ouais. toutes les vidéos que j'ai mises après, elles ont tout de suite eu un reach beaucoup plus important. Ouais. Et en fait, je me dis, j'ai toujours voulu en fait que les gens suivent ce que je fais pour mes connaissances et pas pour mon physique. Oui. Donc c'est pour ça que j'ai très peu montré mon physique jusqu'ici. Mais en fait, je me dis que j'ai fait voilà, un réel par jour pendant 2 ans, j'en ai fait, tu vois. J'ai apporté énormément d'informations. Et je me dis en fait, juste, si j'avais peut-être montré un peu plus mon physique, il y aurait eu beaucoup plus de reach et j'aurais pu aider potentiellement beaucoup plus de personnes dans leur progression, tu vois. Et juste, ouais, je pense que à partir de maintenant, bah, les gars, vous allez me voir un peu plus en calbar sur mon Insta. Parce que c'est pas parce que je veux mettre en avant mon physique. Mon physique, Ouais, encore une si, fois, il faut, parce il que le faut, mec, il il est faut. incroyable. Alors, d'un côté, il y a quand même ce côté, oui, j'avoue, il faut pas être complètement. Enfin, je vais pas. Il faut être complètement honnête là-dessus. C'est que, effectivement, je suis quand même fier de pouvoir montrer bah, ma transformation grâce en plus au programme Prime Hmm. que j'ai conçu, que d'autres personnes suivent, etc. J'en suis extrêmement fier de ce programme parce que bah, il aide quand même beaucoup de gens, dont moi. Mais effectivement, ça va permettre aussi bah, à mes autres publications de potentiellement avoir plus de reach et de pouvoir aider plus de personnes. Parce que c'est toujours important de savoir pourquoi tu fais quelque chose. Et parce que
c'est ce qui t'aide toujours à tenir dans le long terme. Hein. C'est comme la muscu. Hein. En fait, tu ne tiens pas un rythme comme le mien de sortie juste de réel, même de YouTube, là où je sors en ce moment 4-5 vidéos par semaine. En fait, si juste, il y a un moment, si t'as pas la passion, si juste t'as pas envie d'aider les gens, si t'as pas envie de partager, tu peux pas. En fait, tu peux pas être animé par ça. Parce que C'est clair. y en a qui vont dire oui, il le fait pour l'argent parce que derrière, il doit vendre des programmes, etc. Les gars, je vous le dis, les réseaux, ça rapporte rien. YouTube, la YouTube Money, c'est très faible. Et le nombre de personnes qui, par exemple, vont s'inscrire à ma programmation Prime, etc. derrière, est extrêmement faible. Donc, Mm. encore une fois, si je le faisais rien que pour ça, ça ferait très longtemps que j'aurais changé de stratégie. Donc voilà, tout ça pour dire que vous allez me voir un peu plus souvent en calbar. Non, mais ça ancre encore une fois ce côté passionnel qu'on a de la muscu. Et en fait, on fait les choses dans ce sens-là parce qu'on ne veut pas les faire dans un autre sens. Voilà. C'est important de le préciser. Donc, continue de foutre ton physique. Il est insane, mon frère. Merci mon frère. Non mais c'est vrai, on continue. Putain, cette intro, on n'a pas encore abordé le sujet, mais Et on avait dit qu'on n'avait pas de. Comment on allait rentrer dans le podcast, on savait pas trop. Je Et pense- c'est fait. je pense que c'est assez intéressant de parler de tout ça. Et justement, tant qu'on est sur la passion, du partage, etc., on peut faire peut-être un peu cette annonce. On a annoncé le live, du coup, qui, comme vous voyez, petit à petit, il y a quand même des choses qui se rajoutent dans le décor. On est en train de travailler sur la lumière, Tester. on des travaille choses. sur le son, on travaille sur la vidéo. Tout ça, en fait, on est en train de peaufiner petit à petit. Mais également, on a prévu un spin-off, entre guillemets, du podcast. Yes. Donc, qu'est-ce que c'est? Bah, tout simplement un autre podcast qui va arriver, qui sera différent du 0RR podcast, qui sera sur un format, où je vous en dis pas plus, où on parlera, ça sera lié à la musculation, mais ça sera pas directement de la musculation. Et en fait, juste pour partager d'autres choses qui, je pense, peuvent être utiles. C'est ça. On fera des tests hein, et on partagera et on écoutera aussi ce que vous nous direz. L'idée, elle est née il n'y a pas si longtemps que ça. On s'est dit, putain, il faut Ouais, qu'on teste. elle me trottait quand même dans la tête. Elle me Ouais. trottait quand même dans la tête, c'est pour ça que j'avais partagé un peu hein, le concept. On a pu faire un test, grandeur nature, et du coup, maintenant, ça serait de le tester et de voir si ça fonctionne. Donc voilà. Donc encore une fois, tout ça pour montrer bah, cette passion du partage qu'on a. Mm. Parce que encore une fois, si on était animé par autre chose, bah genre juste on le ferait pas, tu vois. Et donc voilà, j'espère que ça vous plaira. Ça arrive quand, je ne sais pas. Je pense que je vais essayer de faire ça. Je pense faire un test ce week-end. Ok. Et de toute façon, vous verrez ça très bientôt. Donc si vous voulez pas rater ça, les gars, faut vous abonner à la chaîne YouTube parce que ça sortira sur YouTube. Et après sur Spotify, est-ce que du coup ça sera publié sur la chaîne du 0RR Podcast? Je ne pense pas. Peut-être qu'on fera une autre chaîne de podcast, tout simplement. Parce qu'il n'y a jamais assez de création de contenu, il n'y a jamais assez de partage. Et je pense qu'avec Rémi, on a genre tellement de choses À dire, partager, à faire. à partager Ouais. que en fait ça serait juste trop con de pas le faire. C'est ça. En fait, le 0R podcast, bien entendu, lui, reste, il est bien ancré, ça vous en faites pas, c'est très bien, il va évoluer, bien entendu, ça on l'a déjà dit. Mais on s'est dit, en fait, on a envie de tester d'autres choses, et le format du podcast en tant que tel n'est pas forcément le support qui répondra le mieux à ce qu'on veut proposer. Donc on se dit, bah, c'est pas grave, on crée une autre façon, une autre modalité de le faire, et donc ça arrivera, et on va faire ça. Hmm. C'est ça, mon frère. Bon, parlons du sujet maintenant. Parlons du sujet. Euh, Par où est-ce qu'on peut commencer? On peut parler peut-être de la musculation, ce que c'était quand nous on a débuté. Alors, ce qu'il y a de bien, c'est que ça va faire peut-être écho à certains de nos premiers podcasts qui sont sortis maintenant bah, il y a quasiment 2 ans. Mhm. Donc, pour les tout premiers auditeurs, il y a peut-être des choses que vous allez reconnaître, mais je pense qu'on va apporter quand même un peu plus d'informations, étant donné que le sujet est un peu plus centré sur l'évolution. Et, Puis 2 ans plus tard, donc il y a forcément des news. et forcément, ouais, les choses ont continué d'évoluer. Petit état des lieux, quand nous... Je pense qu'on va aussi pas mal parler des réseaux, parce que c'est quand même lié grandement quand même à l'évolution de la muscu. Hein. Donc ça va en faire partie. Mais concrètement, quand on a commencé la muscu avec Rémi, la muscu c'était encore l'époque du
la muscu, c'est tabou. La muscu, c'est, tu vois, quand on te dit tu fais un sport, tu fais un truc, tu dis pas que tu fais de la muscu, tu vois. Ou tu rattaches la musculation à un autre sport. C'est-à-dire que ouais, tu dis genre, je fais du rugby. Voilà, c'est comme ça que tu t'en sors. Mm. Mais en gros, tu ne dis pas que tu fais de la musculation et tu as limite honte que tu fais de la musculation. Ouais, parce que, remettons dans le contexte, hein, on est jeune, même si on l'est encore, mais on est plus jeune qu'aujourd'hui. Période lycée, université. Donc, bah voilà, la jeunesse, où on ne fait pas toujours comme les autres. Et donc, ça aussi, c'est important de se dire qu'on ne fait pas du tennis ou du foot, ou je sais pas, où on participe à l'UNSS ou. Comment ça s'appelle ce qu'il y a à l'université? J'arrive plus à manger. Je sais plus. Le Bref, STAPS, non, c'est voilà, pas le STAPS. Non, c'est c'est pas le SWAPS. le SUAPS. Voilà, bref, c'est les activités du mercredi ou bref, en collectif. Bah non, tu fais de la musculation de ton côté. Et ça, c'est clair que c'est. En fait, c'était la musculation à cette époque-là. Pourquoi c'était tabou? Parce qu'en fait, il y avait euh, énormément de préjugés. Donc, si tu penses qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de préjugés sur la muscu, mec, 10 ans en arrière, 12 ans C'était en pire. arrière, c'était genre pire. En gros, tu dis que tu fais de la muscu, tout de suite, les mecs, ils te sortent. Tu fais de la gonflette, tu fais du truc. Et comme dit Rémi, en fait, personne n'en fait. Moi, à l'époque où je vais en salle à ce moment-là, euh, déjà, Bah, t'es le plus jeune de la salle en fait. je suis le plus jeune de la salle. Il n'y a personne d'autre de mon âge qui s'entraîne. C'est que, effectivement, des personnes assez âgées. En général, c'est soit des gens qui font un autre sport à côté, soit justement des bodybuilders pro, soit des videurs de boîte, soit à ce moment-là, il y avait vraiment une grosse partie, c'était beaucoup le fitness qui commençait à être mis à la mode à ce moment-là, avec tout ce qui était cours collectif qui commençait à émerger. Donc, il y avait vraiment voilà, l'émergence de la Zumba. Et ouais, donc j'étais le plus jeune et surtout de mon lycée, j'étais le seul. De mon lycée, j'étais le seul. Et je pense que tu fais un comparatif avec, genre, juste parmi tous les lycéens de la ville, alors c'est Limoges, c'était pas une grande ville non plus, mais je pense que je devais être l'un des seuls, tu vois. S'il y en avait, enfin, s'il y avait d'autres lycéens qui allaient à la salle, on devait être genre maximum 3, tu vois. Dans toute la putain de ville, tu vois. Et Ouais, je sais pas si les stats sont bonnes, mais c'est clair qu'en gros, ça veut tout simplement dire qu'il n'y avait pas beaucoup de jeunes voilà, collégiens, lycéens, enfin lycéens surtout, qui n'allaient pas. c'est ça. En fait, il y avait très peu de personnes qui faisaient de la muscu. Et donc, forcément, moi, je m'en cachais énormément. D'autant plus que, à ce moment-là, moi, je commençais en plus à m'intéresser à la diète. Et en fait, c'était pire que tout. Parce que, encore une fois, on parlait des préjugés sur la muscu. Mais il y avait également énormément de préjugés sur la diète, hein. À cette époque-là, en fait, il n'y avait pas toutes les connaissances d'aujourd'hui. Et ça va être intéressant d'en parler dans l'évolution. Et en fait, c'était l'époque de la broscience. Alors, pour les mecs qui allaient en salle, mais également pour tous ceux qui n'y allaient pas. Et donc, genre, c'est- ne serait-ce qu'on va parler El Famoso Shaker de Whey. Ouais, bah, c'est ça. Partie nutrition, partie complément alimentaire, mon Ouais, gars. Ça, complément alimentaire. complément alimentaire, c'était vraiment pire que tout. Genre, tu prends un shaker de whey, mec, à cette époque-là, c'est whey égale dopage. Ouais. C'est whey égale putain de dopage. Parce qu'à cette époque-là, il n'y a pas Thibaut InShape, tu vois. Il n'y a pas tous les mecs comme ça. Il n'y a pas tous ces créateurs de contenu autour de la muscu. Et même quand Thibaut InShape est arrivé sur le feed game YouTube, ce qu'il proposait et même ce que ça a lancé après chez les jeunes, c'était encore une fois véhiculé au départ par voilà, dopage, complément alimentaire, musculation, gonflette. Enfin, vraiment, ça a été. Ouais, c'est ça. Et on a une époque où, vraiment, clairement, tu ne dis pas que tu fais de la muscu. Genre, euh, quand tu vois un autre jeune, tu vois, ouais, en fait, c'est un peu particulier. C'est l'époque où, clairement, donc moi, je commençais à m'intéresser à la diète. Et ce qui se passait, c'est que donc je préparais des galettes, je me prenais du thon en boîte, etc. Et en fait, je le bouffais dans les chiottes de mon lycée. En fait, tu te caches, c'est ça, tu te caches pour pouvoir manger. Tu te caches pour pouvoir limite t'entraîner. Tu vois, je me souviens quand j'allais au lycée, donc je m'entraînais souvent entre midi et 2. J'allais, tu vois, en fait, je disais pas que j'allais m'entraîner. Je disais, je vais manger.
Parce que, en plus de ça, donc je mangeais pas au. J'étais externe. En fait, j'étais volontairement externe. Pourquoi? Parce que ça me permettait de préparer mes repas. Mhm. Donc en fait, je devais sortir du lycée pour bouffer. Parce que bah, je pouvais pas aller au self du coup. Et ça, d'ailleurs, c'était assez drôle parce que euh, au début, tu sais, au début de l'année, quand c'est septembre, tu sais que tu arrives, tu te dis, bah, c'est une bonne idée d'être externe pour manger. Très très vite, en fait, tu te rends compte que dès qu'il fait froid et que tu es obligé de manger dehors, surtout sur les jours où tu t'entraînes pas. Et- Parce que tu sais, les jours où tu t'entraînes, tu vas à la salle, tu manges après ton entraînement, tu vois, tu manges dans la salle, c'est ok. Mais quand il fallait sortir, parce que je pouvais pas manger à l'intérieur, et qu'en plus bah, je voulais me cacher, tu vois, je Mhm. voulais me cacher, je voulais pas que les gens voient ce que je mange, parce que c'était bah, voilà, c'était précis et les gens allaient me communiquer, enfin allaient me critiquer, tu vois, par rapport à ça. Bah, en fait, je sortais dehors et je me souviens, j'avais un parc juste à côté de mon lycée. Et en fait, j'allais dans ce putain de parc et je mangeais sur un banc qui était un peu excentré, tu vois. Trop drôle. Et mais combien de fois je me suis pelé le cul, combien de fois je me suis fait tremper la gueule. J'avais un petit au vent, mais dès qu'il y avait du vent, tu vois, ça m'arrivait dans la gueule. Ça puait la pisse parce qu'il y avait des clochards qui allaient, tu vois. Mhm. Et en fait, ouais, c'est ça. J'ai passé, genre, mon année de première et mon année de terminale, en fait, clairement, à manger en étant caché dans des endroits où ça puait la pisse, où ça puait la merde, parce que clairement c'était ça, genre t'arrives, je m'enfermais toujours dans le chiotte handicapé, et c'est là où tout le monde allait chier. Donc t'arrives, t'as une giga trace de frein au fond du chiotte, ça pue la merde, le mec il a pas tiré la chasse, tu sais même pas ce qu'il a mangé, mais je peux te dire qu'il avait très certainement des problèmes de digestion, et toi t'es là, t'ouvres ta boîte de thon, en plus tu dois les goûter, mais tu les goûtes où? Bah dans le chiotte, là où ça pue la merde, là où il y a la trace de frein, tu vois, et donc t'as l'odeur du thon qui se mélange à l'odeur de merde, et toi, t'es là, mec, j'ai mes putains d'objectifs, tu vois, il faut que je bouffe. Et t'es là, genre, mais d'un côté, tu te dis, mais bordel, qu'est-ce que je fous? Et tu sais que si quelqu'un te voit, c'est dès qu'il y a quelqu'un qui rentre dans le chiotte, t'arrêtes de bouger. Tu vois, t'arrêtes de bouger. Et tu préfères que les gens disent, oh, il y a quelqu'un qui chie, oh là 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 là, plutôt que, en fait, c'est ça, tu préfères être pris pour le gros porc qui est en train de chier, plutôt que pour le mec qui est en train de bouffer du thon dans les chiottes en cachette, tu vois. On en est là. On en est là au moment où Georges commence la muscu. On peut dire que les choses ont bien évolué. Exactement. Et moi, tu vois, pendant que tu étais en train de parler, j'essaie de me rappeler de quand j'ai commencé, si je me rappelais d'événements un peu marquants. Donc, il faut savoir qu'avant que j'attaque la musculation, je faisais du vélo. Donc, physique de cycliste, t'es sec. Genre, je faisais 1m88 pour 69 kilos, je m'en rappelle très bien. Genre, j'étais mais un carreau d'arbalète, quoi. Et je commence la musculation bah, direct hein, dans le bain en étant hyper sérieux dessus. Alors je faisais attention à ma nutrition et puis après bah, j'ai fait attention du coup, à mon programme d'entraînement. J'arrive en STAPS, première année de STAPS. Dans l'amphi, je remarque des mecs solides. Alors bien sûr il y a des rugbyman, il y a des handballeurs. Je me retrouve avec une promo de mecs hyper costauds, des gymnastes aussi, enfin des physiques d'enfoirés. Donc moi voilà, première année de musculation, toujours avec mon physique de carreau d'arbalète. Mais je fais gaffe à ce que je mange, je fais gaffe à ce que je prends en complément alimentaire et bah, j'ai honte de prendre ma whey parce que j'ai l'impression de ne pas être légitime de prendre des compléments alimentaires parce que j'associe ça à un mec musclé et je le suis pas. Genre clairement je le suis pas. Et je me rappelle dans l'amphi, je remarque un mec débardeur MyProt et shaker. Je me dis putain lui il fait de la musculation, il a l'air d'être solide et tout. Et après, ouais, du coup, bah, forcément, je me suis rapproché de ce gars-là. Et c'est lui qui m'a fait découvrir le Mutant Mass. Le Mutant Mass Gainer. Voilà, on était dans une époque où c'était la course au bulk. Et ce gars-là, il prenait donc ce Mutant Mass. Hein, donc, tout simplement la whey avec de la malto et tout un tas d'autres trucs qui te font monter tes calories en flèche. Et je me rappelle avoir pris du coup mes shakers avec lui parce que c'était la personne que j'avais identifiée qui prenait un shaker et du coup, bah, si je le prenais avec lui, j'avais ce côté un petit peu ouais c'est bon, je suis avec un mec un peu baraque, c'est bon, je peux faire, je peux faire ma collation peinard. Et voilà, donc j'étais en cette première année de licence TAPS là, avec ce souvenir là, cette petite Madeleine de Proust encore une fois. Mais en fait, tu dis, ouais, j'avais l'impression de ne pas être légitime. Bah ouais, pas légitime, mais Mais alors, déjà, il faut savoir un truc, c'est que donc, ta protéine, à l'époque, tu l'achetais en fait en salle de sport. Il n'y avait pas encore les fitness boutiques, ça c'est venu un peu plus tard.
Il n'y avait pas MyProtein, tu vois, c'est pareil, c'était pas encore, c'est venu bien après. Toi, c'est venu quand toi, tu as commencé. Donc Ouais. là, Enfin, ça existait avant, mais ça s'est vraiment mis en avant. c'est ça. Moi, quand j'ai commencé la muscu, tout ça, ça n'existait pas. C'est genre, t'achetais ta whey en salle de sport. C'était comme ça que tu l'as trouvé. Et je me souviens, les mecs, même il y avait des mecs qui étaient archi balèzes, hein. Genre, ils achetaient leur pot de whey, mais tu les voyais, ils se cachaient, tu vois. Ils se cachaient. Ils avaient honte de dire qu'ils prenaient de la whey, tu vois. Ils avaient honte, mais le mec, vieux, t'as 50 centimètres de tour de bras et t'as honte de prendre de la whey. Alors que tu avais les mecs très balèzes qui allaient dans la petite, dans le petit KGB au fond de la salle pour s'échanger deux, trois trucs bien plus coriaces ça. que de la whey. Effectivement, il y avait aussi, donc, en salle de sport, il y avait certaines salles de sport dans la ville où j'étais, qui étaient, enfin où on est toujours du coup, Ouais. qui étaient entre guillemets réputées pour Les body. voilà, les body. Pourquoi? Parce qu'en fait, la muscu, tu as compris, tout le monde s'en cache un peu. Donc, il y a des endroits, il y avait des salles de sport, en plus de ça, qui étaient quand même un peu mieux équipées, où forcément, il y avait tous les bodybuilders qui s'entraînaient ensemble, qui se regroupaient ensemble. Et effectivement, dans ce genre de salle, c'était pas dans les vestiaires, tu avais un petit KGB au fond, où les mecs, tu les voyais, ils y allaient. Moi, à l'époque, j'étais innocent, je savais pas trop ce qui se passait. Tu vois, moi, justement, dans ma tête, j'étais là en mode, oh, ils vont prendre de la whey, ils vont prendre de la protéine. Oh là 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 là, pas bien, tu vois, genre. Et attends, et ça, c'est protéine, créatine, mec, créatine. Oh là 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 là. BCA. Oh putain. Ouais, tu vois, ça, c'était des trucs, mais laisse tomber, hein. C'était le trio, ça, putain. Et- Tu prends ça. Ah, tu prends ça aussi. Et en fait, ouais, les mecs, non, ils allaient derrière pour, ils s'entrepicousaient le cul, quoi. Et puis ça, c'était comme ça. Mais effectivement, eux pour le coup, ils se cachaient bien, mais c'était pas Ouais, là. parce Ouais. qu'il là, il fallait en fait, hein. C'est-à-dire Ouais, là, que voilà. tu fais pas ça en place publique, quoi. On parle de personnes qui faisaient le top de Colmar, etc. Pour ceux qui connaissent un peu cette compétition, c'était quand même des gros bodybuilders avec un très bon palmarès. Exactement. Mais voilà, du coup, Point où de on en est. départ. Voilà, point de départ. Le fait que tu prends ta nutrition, tes compléments alimentaires de manière en catimini, quoi. C'est ça. En fait, c'est un moment où, en termes du coup de musculation, de pratique sportive, en termes de nutrition, en termes de complémentation, tu te caches, tu as honte de tout ça. Et en termes d'information, en fait, c'était le néant. Clairement, c'était le néant. C'est pour ça qu'il y avait autant de préjugés. Parce que là, c'était vraiment tout le monde y allait de sa petite touche perso, hein. C'était genre, tout le monde avait son avis, tout le monde avait la science infuse sur ça. Et surtout, en fait, Non, pour- t'avais un mec qui avait la sagesse dans la salle de sport, qui connaissait tout. Et en fait, tout le monde allait chercher les informations. T'en avais déjà parlé dans un podcast. non, mais ce que je veux dire, c'est pour les non-pratiquants de Ah muscu. oui, non pratiquant. Et il faut remettre aussi quelque chose à sa place, c'est que moi, à ce moment-là, j'étais mineur. C'était l'époque où j'avais 14-15 ans, quelque chose comme ça. Et en fait, à ce moment-là, quand tu as un adulte qui y va de sa gigabroscience à te dire que la muscu, ça va me tuer, la muscu, pareil, genre au niveau de la nutrition, mec, si je mange de la viande à chaque repas, je vais crever. Si je mange des pommes de terre, je vais avoir le diabète. Tu vois, genre, c'était tout le monde. Et je suis à un stade où, clairement, je suis mineur, je peux rien dire. C'est-à-dire qu'il y a un adulte qui me dit ça, le seul truc que je peux dire, c'est oui, tu vois. Mhm. Je peux pas, je peux pas argumenter, je peux pas aller contre, parce que il y a l'argument d'autorité, c'est un adulte, et moi, je suis un enfant, tu vois. C'est ça. Donc, c'était un peu particulier. Alors, comment on prenait les informations? Donc, via ces personnes-là dans la salle de sport ou en faisant le geek et en allant sur Internet, les forums Superphysique ou All Musculation. Enfin, Alors, c'est vrai qu'à l'époque, il y avait les forums, mais en fait, si tu voulais vraiment de l'info, il fallait aller sur les forums anglais, tu vois. Et les gars, moi, j'étais nul en anglais. Et juste en m'intéressant à la muscu, mon niveau d'anglais, il a vachement pété grâce à ça. quand tu veux quelque chose, hein, Ouais, c'est tu ça. fais. Hein. Et tu vois, dans le dernier podcast, celui qu'on a fait avec Lucas, là, dans les commentaires, il y en a qui ont dit ouais, les gars, arrêtez de parler anglais, arrêtez de dire step, etc. Au lieu de. Oui, je l'ai vu celui-ci. Ouais. Et
et en fait, faut savoir que pour les personnes qui ont commencé, genre il y a des années, la muscu, il faut savoir que genre toutes les informations étaient en anglais. Donc c'est sûr que forcément, on a pu garder ce côté avec certains mots en anglais. On prend l'exemple de Lucas qui lui est même après parti en Angleterre, donc c'est sûr que forcément il a beaucoup plus de vocabulaire. Ouais. Mais genre les gars, ne nous en voulez pas dans un sens où vous aujourd'hui vous avez tout accès en français, mais nous c'était pas le cas. Donc forcément on a un peu quelques mots anglais, mais n'en tenez pas rigueur. On en a Oui, chié pour avoir ces informations. c'est ça. Et puis je trouve aussi, Et- c'est cool d'entendre un gars parler de deux, trois trucs anglais, comme Lucas par exemple, parce que ça montre aussi que le gars, il est là depuis longtemps, quoi, et qu'il a été chercher des informations il y a longtemps. Alors, après, il y a deux cas enfin, il y a plusieurs profils. Genre, il y a le mec qui a commencé la muscu il y a 6 mois, qui va te sortir des termes anglais. Ah non, mais je dis... Là, c'est un peu différent. Mais surtout qu'en plus, les gars, pour resituer, à l'époque, genre, mon niveau d'anglais, comme je l'ai dit, j'étais une quiche. C'est-à-dire que pour moi, il y a certains mots anglais qui n'existent pas en français, tu vois. Donc, si j'utilise un mot anglais, c'est parce que j'ai pas su le traduire en français, tu vois. Je t'aidais pour le projet Voltaire, là, en français. Ça- Il était meilleur en anglais que sur le projet Voltaire en français. Ouais, c'est une autre anecdote. Mais voilà, tout ça pour dire que ouais, les informations, en fait, il fallait aller les chercher sur les forums. Et encore une fois, les mecs qui partageaient les informations à l'époque, les gars, c'était pas. Les mecs qui s'entraînaient, c'était des mecs, en fait, c'était pas le Pékin moyen, on va dire. C'était genre le gars qui s'entraîne pour progresser. Genre, en fait, il fait pas de la musculation, il fait du bodybuilding. C'est-à-dire que, voilà, le mec. Où il fait de la remise en forme, mais il n'y avait pas d'entre-deux. Bah, le mec qui fait de la remise en forme, en général, tu vois, il fait de la Zumba, il fait des cours co. Il fait, voilà, Il est pas, du cardio. il est pas sur les forums, tu vois. Ah oui, sur les formes, ouais. Il est pas sur les forums. Donc l'information aussi, elle tourne vraiment autour de la compétition, tu vois. Ce qui fait que c'est pour ça qu'à l'époque, en gros, une prise de masse, c'est obligatoire. Et genre, ta prise de masse, tu dois devenir gras. Mec, tu vois l'image de Jay Cutler? Tu la vois, ça, le dirty build de Jay Cutler? Bah, genre ça, c'est la norme, tu vois. Et après, tu dois faire une sèche, mec. Et quand tu fais une sèche, c'est drastique, tu vois. Il faut que t'en chies. Tu coupes tout, mec. Tu gardes que les protéines. C'est petit déj, mec. Poisson d'œuf, blanc. ouais. Non, poisson blanc. 10 heures, poisson blanc. Midi, poisson blanc. 16 heures, poisson blanc. Et 20 heures, là, ça change. Non, je déconne. Poisson blanc. Et voilà, c'est ça. Et de temps en temps, tu mets quelques brocolis. Et c'est comme ça, tu vois. C'est comme ça la diète. Non. C'est la sèche, t'en chies. Et la prise de masse, C'est c'est burger frites tous les jours, tu vois. c'est pareil, en fait. Avant, tout était cyclique. Il fallait que tu alternes les fameuses phases de prise de poids, perte de poids, prise de poids. Et en fait, ça, il fallait que tu ritualises ça chaque année. Et pareil au niveau de ton entraînement, il fallait que tu modules tes charges de travail ou tes formats de répétition en fonction d'une période donnée. Et en gros, si tu étais en prise de poids, en prise de gras, en bulk, il fallait que tu associes ta prise de gras, ta prise de poids, ton bulk à la force. En gros, il fallait que tu ailles chercher des séries plutôt courtes. Enfin, voilà, tout était emboîté dans des petites cases et il n'y avait pas de nuance. Il y avait zéro putain de nuance. Ouais. Il fallait suivre la programmation que tout le monde faisait. Si tu n'avais pas de développé couché dans ta séance ou que tu n'avais pas du curl à la barre droite dans ta séance aussi, eh bien, tu ne pouvais pas exploiter le plein potentiel de tes muscles. Il y avait des choses comme ça très rigides, alors qu'on observe encore parfois, mais voilà, c'était l'absence totale de nuances. On ne pouvait pas faire un truc un peu différent. Il fallait suivre la programmation, le split qu'on connaît tous, le bro split Ouais. lundi. Gros split, Voilà, pec. poids libre Poids libre à fond. Les machines, c'est pour la finition, tu vois. C'est vraiment ça, c'est machine Ça finition. fait longtemps que j'ai pas entendu ce terme-là, finition. Ah, c'est vraiment ça, genre tu finis, tu vois. C'est comme quand avec Rémi, on a poncé pas mal de trucs dans le gym, tu vois. Quand tu prends ta ponceuse, tu commences avec un grain bien épais, tu vois. Ouais. Ça, c'est ton exercice polyarticulaire, tu vois. C'est ton développé couché. Et après, tu fais l'exercice de finition à la fin. Ça, c'est quand tu prends le petit grain, c'est vraiment pour fignoler, pour que ça soit tout doux et que ça brille. Exactement. Et après, tu as le polissage. Donc, c'est encore un autre petit exercice d'isolation. Non, mais vraiment, c'était très, comme dit Rémi, c'était dans des cases. Et à ce moment-là, il y a, en fait, d'un côté, c'était bien parce qu'il n'y avait pas toute cette complexification. Exactement. Tu Mec- avais un seul son de cloche. Il fallait écouter le son de cloche. Point barre. Et en fait, le truc, c'est que
personne se posait de questions sur c'est peut-être mieux de faire comme ça. C'est comme, tu vois, non, ça c'était, mec, on s'en bat les couilles. C'est tu fais comme ça. Personne remettait les choses en question. C'était tu faisais comme ça parce que c'était la méthode. Tu vois, c'était comme ça qu'il Exactement, fallait faire. c'était la méthode. Aujourd'hui, tu dis à quelqu'un fais ça. C'est ce que disait Lucas la dernière fois dans le dernier podcast. C'est la paralysie par l'analyse. Le mec, il va tout remettre en question. Et même si tu as un plan parfait, tu vois, même si tu as vraiment un plan parfait, le mec, il va tout remettre en question. Pourquoi ? Parce qu'en fait, aujourd'hui, les choses se sont vachement complexifiées par rapport à l'époque. À l'époque, tu as ton putain de programme, voilà, tu as tes cycles, tu alternes. Au niveau de la diète, c'est pareil. En termes de calories, à l'époque, on raisonnait même pas en fait en termes de calories. Non, C'était genre, c'était en mec, grammage, quoi. Il fallait que tu manges. ouais, alors déjà, t'avais tes grammages, mais même la plupart. Alors, il y avait les bodybuilders qui pesaient, etc. Mais on va dire que. Moi, je me souviens, c'était prise de masse. Tu manges autant que tu peux. Genre, mec, c'est vraiment. Tu te gaves. C'est ça, la prise de masse. Tu vois, c'est genre. T'as pas de notion de calcul. Et le cut, c'est. Bah, tu coupes tout, c'est voilà, la cétose. tu coupes tout. Et tu fais ça, mec, du jour au lendemain. Et Et tu fais du cardio à jeun en plus. c'est ça, dès que ça marche plus, tu envoies le turbo cardio, même quand ça marche encore, tu envoies le turbo cardio. Et voilà, c'est comme ça que ça fonctionnait. Et honnêtement, on se posait pas plus de questions que ça. Et on va dire que c'était le bon côté du manque d'information, c'est qu'il n'y avait pas ce côté de paralysie par l'analyse, où les gens remettent tout en question. Et au final, on était quoi ? On était ce que je vais appeler des bons soldats. Et en fait, tu te rends compte, ça c'est quelque chose que tu comprends, je pense, quand tu es coach et que tu commences à coacher beaucoup de personnes, c'est que les personnes qui progressent le plus, c'est celles en fait qui sont des bons soldats. C'est-à-dire que les meilleures transformations, je parle pour moi Rémi, mais j'imagine que tu vas être d'accord avec ça, Ouais. c'est genre quand je fais un plan alimentaire ou d'entraînement, donc qui est adapté à la personne, hein, forcément, c'est pas n'importe quoi. Et que la personne, en fait, genre, juste le suit à la lettre, Ouais, en mode autopilote, en effectivement. mode autopilote. Euh, je dis pas que c'est une mauvaise chose de poser des questions. Je dis pas que c'est une mauvaise chose de comprendre pourquoi tu fais les choses. Mais en fait, il y a une différence entre comprendre pourquoi tu fais les choses et genre juste les remettre en question et tout changer. Et parfois, en fait, et c'est ça le truc aujourd'hui, c'est que les gens, aujourd'hui, tu peux tout leur expliquer, vraiment leur donner toutes les cartes. C'est pas parce que tu dis à une personne exactement comment faire qu'elle le fera et que du coup qu'elle aura des résultats. Parce que tu peux vraiment donner le plan parfait à la personne, adapté, ce qui se passe aujourd'hui. Et c'est ce dont je pense Lucas voulait parler dans le dernier podcast et qu'on n'a pas réussi Aborder. à aborder parce que bah voilà, c'était compliqué de faire le podcast en steppant et de développer sa pensée, etc. C'était très compliqué. Moi d'ailleurs, quand j'ai monté le podcast, vraiment, en fait, j'ai découvert ce que Rémi et Lucas disaient parce que en fait, j'étais tellement focalisé sur La cam. la cam, ce que du coup, j'essaie de dire, éviter les cacas, éviter les gens. Bref, tout ça pour dire qu'aujourd'hui, en fait, les gens suranalysent les choses et même si tu leur expliquais. Enfin, c'est même pas si tu leur expliques, c'est même si tu leur expliques tout correctement, si tu leur justifies tout correctement, ils vont avoir ce besoin de faire autre chose. Ouais. Mais alors, tu vois, on reprend les cloches. Avant, on avait un seul son de cloche. Aujourd'hui, on a plusieurs sons de cloche. Et justement, les personnes qui viennent pour un suivi, elles en ont marre d'entendre les cloches sonner. Tiens, ça fait une petite référence à Pâques, c'est il n'y a pas longtemps. Eh bien, les personnes, quand elles viennent nous voir, nous disent franchement, je sais m'entraîner, bordel de merde, mais il y a trop de cloches. Il y a trop de cloches qui sonnent, j'en ai marre. Donne-moi un seul son de cloche ou explique-moi les différentes cloches parce que là, franchement, j'en ai marre de m'éparpiller. Et en fait, maintenant, on arrive à un trop d'informations et ce qui est le plus difficile, c'est la sélection des informations. Avant, comme l'a dit Denis, tu ne te posais pas de questions. Vraiment, tu allais voir le plus gros de la salle, tu lui demandais un programme, il te prenait un petit bout de papier, il dit ouais, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça, paf. Il donnait le papier, bon soldat que tu étais, tu faisais tes séries, tu rentrais chez toi, tu mangeais ce qu'il fallait faire, ce qu'il y avait écrit sur le papier, et tu retournais à la salle le lendemain pour faire ce qui était écrit sur le papier. Aujourd'hui,
quand tu as trop d'informations, tu vas commencer à faire ta programmation, et ça, on le voit et on l'observe avec les personnes qui viennent vers nous. Bah, elles commencent à faire un programme, elles vont regarder une vidéo sur Instagram, et là, merde. Ce qu'elles avaient prévu dans leur programmation, il y a quelqu'un qui a expliqué que c'était pas optimal et que ça répond pas forcément à ce que la personne souhaite. Merde, bon, on efface. Je change, je vais sur YouTube, merde. Il y a quelqu'un d'autre qui parle que c'est pas optimal, qu'il faudrait faire autrement. J'efface, je recommence. Et en fait, cette paralysie dont parlait Lucas, bah, c'est exactement ce qu'on a aujourd'hui sur les programmes d'entraînement, sur même on va dire sur le lifestyle complet, hein, que ce soit au niveau de la nutrition, au niveau des pas, au niveau du cardio, au niveau des compléments alimentaires, au niveau de la récupération. Bref, tout ça en fait, il y a trop d'informations et les gens ne savent plus vers quoi partir. Les gens sont perdus. C'est vrai que c'est- moi, je l'ai vu hein, quand, au niveau de mes coachings, c'est très simple. Donc, aujourd'hui, le prix de mes coachings, il est ce qu'il est, hein. Certains trouveront que c'est cher, d'autres que c'est pas suffisamment cher par rapport à ce que je propose. Mais encore une fois, je me souviens au tout début, quand j'ai commencé, j'avais des personnes que je coachais gratuitement. J'ai des On a personnes que tous commencé par là. Hein. je commence, Tous les coachs qui écoutent ce podcast, c'est sûr qu'ils ont commencé par ouais. là. Ah, c'est ça. J'avais des personnes aussi, je me souviens, donc pour le même suivi qu'actuellement, genre ils étaient à 50 balles par mois, tu vois, genre c'est que dalle. Et en fait, les mecs, c'est très simple, hein. Euh, à 50 balles par mois, ils se disaient ouais, c'est un coaching, mais en fait, si je le respecte pas, c'est pas grave, c'est juste 50 balles, tu vois. Et j'avais des personnes, tu vois, genre, tout se passe bien, tu vois, on perd 15 kilos. On perd 15 kilos, tu vois, genre tout est OK. Et là, le poids, il descend plus pendant genre juste 2 jours d'affilée. Le mec, il panique. Oh là 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 là, oh là là, le poids descend plus. Qu'est-ce que je fais? Bah, je dis, bah, juste, on n'a pas suffisamment de données, tu vois, on n'a pas suffisamment de données. Patiente. Tu peux pas comparer genre juste le poids sur 3 jours d'affilée, alors que ça descendait en flèche de manière linéaire jusqu'ici, tu vois. Je dis, bah, reste comme ça au niveau des calories. Il drop les calories. Et en fait, c'est ça. Le mec, il se dit, bah, c'est bon, il faut que je baisse le poids, etc. Aujourd'hui, c'est pour ça que je parlais de mes prix de coaching. Aujourd'hui, pourquoi j'ai monté mes prix? Parce qu'en fait, bah, la pression financière fait que si le mec, je lui dis, fais comme ça, bah, il se dit, ok, lui, je l'ai payé, je l'ai payé suffisamment cher. Ok, voilà, s'il me dit, donc, si aujourd'hui tu es coach et que tu trouves que tes coachings ne t'écoutent pas assez, c'est soit que tu n'es pas suffisamment convaincant, soit que tu n'expliques pas suffisamment bien, soit que juste tu n'es pas assez cher. Voilà, petite dédicace à tous les coachs qui nous écouteront. Tout ça pour dire que ouais, aujourd'hui il y a trop d'informations. À l'époque, il n'y en avait pas, peu. Tout le monde disait, en plus tu allais dans une salle, tu avais un mec qui te disait quelque chose, tu allais dans une autre, potentiellement c'était autre chose, tu vois. Mais par contre, on écoutait, tu vois. On écoutait et on suivait le plan. Et c'était comme ça, tu vois. C'était moi j'étais jeune, hein, pourtant. Quand t'es jeune, mec, t'as qu'une envie, c'est de virevolter, de tout tester. Je dis pas que ce que je faisais à l'époque c'était bien pour prendre du muscle et que honnêtement, j'aurais pas pu en prendre, j'aurais pu en prendre certainement beaucoup plus vite si on avait eu par exemple les connaissances d'aujourd'hui et que j'avais su faire le tri. Est-ce que j'aurais su faire le tri à l'époque? Peut-être pas non plus, tu vois. Mais au moins, j'ai suivi les choses pendant longtemps, tu vois, longtemps, jusqu'à ce qu'il y ait autre chose qui arrive. Parce qu'après, donc pour continuer, les connaissances en fait ont commencé à se développer. On a eu l'arrivée des youtubeurs. On a eu l'arrivée du coup, alors au début c'était surtout encore une fois de l'autre côté de la Manche. De la Manche ou de l'Atlantique. Ouais, de l'Atlantique, avec tout ce qui était Mark Fit, Christian Guzman, etc., qui se sont mis à faire voilà, des daily vlogs. Hein. Clairement, tu les suivais, tu voyais leur entraînement. Et d'un coup, certes, il y avait des mecs très gros dans la salle. Mais genre moi, Christian Guzman, son physique, il me mettait une demi-molle à chaque fois que je le voyais. Et Mark Fit, ses gros pecs, bordel. Et les gros pecs de Mark Fit. Voilà, moi dans la vie, je voulais le même physique qu'eux. Donc, Denis me disait, moi, je veux les mêmes pecs que Mark Fit. Mais voilà, genre, je veux les mêmes pecs que Mark Fit, je fais l'entraînement de Mark Fit. Donc, on commence à avoir ça, on commence à avoir des créateurs de contenu et on commence aussi à avoir un nombre d'informations croissant. On commence à avoir un nombre d'informations croissant, sachant qu'à l'époque, certes, Christian Guzman, il est coach, etc. Mark Fit, il est coach. Donc, tu vois, c'est le mec de ta salle,
c'est un bodybuilder, mais il n'est pas coach, tu vois. Donc, il y a également ce côté, le mec a un diplôme, tu vois. Ouais. En plus, tu te dis, ouais, c'est un diplôme en Amérique. C'est la naissance du. C'est là-bas où les bodybuilders, les plus grands bodybuilders, ils viennent. Donc, tu te dis, ouais, le diplôme là-bas, il a plus de poids, t'as plus envie de les croire, tu vois. Et puis, ouais, les mecs, ils ont genre juste des bêtes de physique. Et encore une fois, tu vois, les mecs, ils ont des bêtes de caméra sous les angles avec des abdos saillants Et tout le ils ont temps. du matos aussi qui est vraiment propre. Et en fait, là où je voulais en venir, c'est que bah, moi, les bodybuilders de ma salle, je les adore, tu vois. Mais justement, leur physique en prise de masse, il me fait moins rêver. Tu vois ce que je veux dire? C'est genre, à cette époque, je me dis, bah non, quoi, je préfère ressembler à Mark Fit au bodybuilder en off-saison de ma salle, tu vois. Mm. Donc, voilà, c'est le début des informations, c'est le début de tout ça, et on commence à entrer dans l'ère de la popularisation, j'ai envie de dire, du fitness, avec euh, l'arrivée de certains créateurs qui sont plus dans le divertissement, on va dire, que dans l'information. Mais on commence voilà, à avoir indirectement plus d'informations grâce notamment à YouTube qui commence à se développer. Exactement. Mark Fit, je me rappelle, on regardait ses vlogs. Aussi, Lucas, hein, Lucas aussi partage du contenu aussi sur YouTube à ce moment-là. Donc on regarde. Il est arrivé plus tard, Il est arrivé Lucas. un peu plus tard, mais bon, moi j'ai souvenir de regarder ses vlogs aussi. Ses premières prépas, donc ça c'était plutôt sur le contenu FR, mais sinon ouais, tout est de l'autre côté de Ouais, l'Atlantique. c'est ça. En Euh, fait, le contenu FR est arrivé un peu plus tard que du coup de l'autre côté. On a eu d'excellents créateurs. C'était le début du coup des Fkan Kurnaz, donc From Human to God. ouais. Nassim Saïli. Nassim, Nato Mozango, Ouais. Thibaut InShape forcément. Thibaut InShape. C'est là où en fait ça commence à se populariser et surtout en fait via ces influenceurs entre guillemets, forcément il y a des marques qui commencent à émerger. Donc on a des marques de compléments qui commencent à émerger. Donc forcément ça commence à populariser un peu plus les choses. Ça commence à faire évoluer les mentalités en salle de sport. Les On- premières aussi les premiers fringues avec les gym requins, et Gymshark. Gymshark Les qui commence à. premiers logos, bordel. Oh, Ouais. on s'en rappelle, avec Denis, on avait acheté ça. Ah ouais, j'ai eu toutes les premières collections de Gymshark. Et surtout, en fait, le fait qu'il y ait des influenceurs qui commencent à émerger, ça popularise également la muscu. Et j'étais jusqu'ici, on va dire, le seul jeune en salle de sport. Et il commence à y avoir quand même de plus en plus de jeunes. Alors, ça en devient pas la majorité non plus. Mais voilà, je suis plus tout seul. La- on va dire que c'est quand même des gens qui sont majeurs, mais il y a quand même, voilà, c'est à partir de 18, 19, 20 ans. Voilà, entre 18, on va dire, et 22 ans, c'est là où il commence à y avoir des personnes de cet âge-là qui commencent à arriver en salle de sport. Forcément, du coup, les mecs sont tous équipés, enfin, ils sont tous équipés, ils sont tous habillés en Gymshark. Les mecs ont tous les compléments MyProtein parce qu'à l'époque, Il y avait que ça. il y avait que MyProtein, tu vois, en marque, et ils avaient Ouais, enfin, il y avait Nutrimuscle forcément, mais on va dire ils n'avaient pas le même impact ou la même visibilité plutôt qu'un MyProt. Ouais, c'est ça. En fait, Nutrimus, enfin MyProtein, ils avaient tous les influenceurs, en fait qui étaient sur YouTube. Donc ils avaient Thibaut InShape, ils avaient merde, je me souviens plus des noms des anciens, mais en gros voilà, tous les influenceurs étaient chez MyProtein. Il commençait à y avoir des événements, il y avait les salons, etc. qui commençaient à arriver. Il y avait ouais de plus en plus de marques de Enfin, vêtements. encore une fois, les salons ils étaient déjà là, mais c'est juste que voilà, ils sont mis en avant davantage par les jeunes Bah en qui fait, pratiquent. jusqu'ici les salons, c'était en fait surtout quelque chose qui était Très niché. C'était très niché et en fait, t'y allais parce qu'il y avait des expositions de matos et t'achetais tes compléments. Et t'allais voir forcément aussi les figures un peu du Et voilà, fitness. t'allais voir les bodybuilders. Et en fait, à partir du moment où il y a eu ces influenceurs-là, ces youtubeurs-là, en fait, les salons se sont popularisés parce qu'en fait, les gens allaient voir ces C'est influenceurs-là. ça. En fait, le monde du body intéressait moins. Il y a eu une période, une transition où C'est ça, le ouais. body, enfin la compétition en tant que telle, les gros mastodontes, intéressait forcément, mais bien moins que toutes les personnalités influentes sur YouTube, muscu, qui eux, par contre, dès qu'ils arrivaient sur un salon, explosaient, cartonnaient la billetterie au niveau des entrées.
Ouais, et c'est là aussi où on a eu l'apparition de certaines catégories dans le milieu du bodybuilding, notamment les men's physiques, Mhm. qui étaient justement en fait ce qui était vulgairement appelé les physiques des kékés. Donc un haut du corps, des abdos taillés, tu vois, Ouais, le short et, de plage, et beaucoup, beaucoup moins de haut du corps, mais c'était les physiques qui faisaient vraiment rêver à l'époque. Aujourd- Ryan Terry, bordel de merde. Ouais, avec les abdos. Allez, ah voilà, c'est ça. Denis il me disait, je veux les, je veux les pecs de Mark Fit et les abdos de Ryan Terry. Ouais, mais clairement, c'était ça, hein. Et ouais, du coup, donc on a ça popularise les choses. Bien évidemment, il y a la vague Ziz qui était passée entre temps. Bien sûr. Et il y avait en fait l'émergence maintenant de la vague Jeff Said. Et du coup, de tous ses potes, où bah voilà, c'était men's physique à fond. Et tu voyais les mecs qui faisaient des vidéos, ils allaient sur la plage, tu voyais, il y avait les meufs qui bavaient devant leur physique, ils se trimballaient à moitié à poil dans les centres commerciaux. Voilà, toi, mec, tu voyais ça, tu disais, mec, je veux être Jeff Said. Et il a toutes les meufs à ses pieds. Ouais. C'est bon, moi, je veux m'entraîner pour être Jeff Said, tu vois. Petit point quand même dans les commentaires, si vous en êtes là, n'hésitez pas à partager si vous avez connu cette époque-là et nous donner votre événement un peu marquant sur cette période. On pense au référencement, Denis. Oui, le référencement, très important. Donc ouais, dites-nous si ouais, la période Jeff Said vous a, Ouais, vous a un c'était peu ça. galvanisé parce que c'est vrai que c'était une période un peu marquante, hein. C'était ouf. C'était l'époque esthétique, tu vois. Ouais. Genre, clairement, et ça a vraiment aidé à populariser la muscu, hein. Les vidéos, tu les vois, ça fait des millions de vues. Il y a des mecs comme David Lade qui commencent à exploser, Hmm. qui commencent à Avec la apparaître. musique qui va bien, Avec, voilà, c'est les musiques, on les a tous, on s'en On les souvient a- tous ouais. de ces la musiques. petite nostalgie quand tu retombes. Alors j'ai plus les titres, mais quand tu retombes sur une petite C'était, musique. c'était tout le monde, dans toutes les vidéos muscu, t'avais toujours la même musique, tu Ouais. vois. Et ouais, ça a vraiment aidé à populariser les choses. Et t'allais en salle de sport à ce moment-là, et voilà, c'était tout le monde full Gymshark. Full débardeur. Et tout le monde avait son shaker de BCA pendant la séance. Et ouais, ça commençait à s'entraîner en s'inspirant du coup des méthodes des mecs, des Américains, hein. Donc là, c'est là où il a commencé à y avoir des exos de merde, style le squeeze press, etc., qui sont apparus. Les mecs, en fait, c'était très simple, hein. Tu voyais une vidéo, tu voyais un mec avec des pecs énormes qui faisait du squeeze press, tu te disais, oh là 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 là. En fait, cette transition-là, en fait, elle a lieu où on part d'une programmation très simple, très basique, où tout le monde fait du libre, développé couché, développé incliné, écarté couché aux haltères, ou parfois même de la poulie, à de l'exotisme dans tes programmations. Où un tel va te dire, ah putain, je teste cet exercice, en fait, qui existe depuis des années, qu'on aurait pu faire depuis des années, mais qu'on va populariser. Alors tu parles du squeeze press, mais on va parler aussi je sais pas, du front squat ou d'autres exercices, je sais pas, j'en ai pas qui me viennent à l'esprit, mais voilà, il va y avoir de nouveaux exercices qui vont arriver et qui vont être rebrassés et qui vont apporter en fait cette nouveauté dans la programmation. Ouais, comme dit Rémi, en fait, c'est l'époque de l'exotisme. Pour ceux qui veulent un exemple, il y a un mec qui s'appelait Ulysse Junior à l'époque. Je sais pas si les plus vieux se souviendront. Et en fait, Si. c'était ça. Honnêtement, c'était genre, vous voyez les vidéos où les mecs enchaînent des mouvements d'abdos complètement au hasard. Bah, en gros, toutes les vidéos sur les réseaux, c'était ça. C'était en fait des entraînements ultra farfelus, tu vois. Genre, c'était l'époque des exercices combinés, tu vois. Tu faisais un mouvement de curl, puis après tu l'enchaînais, tu faisais un coup en marteau. C'est là où il y avait Le les autres. curl Zotman, ouais. Ouais, il y avait du curl Zotman. Il y avait. En fait, c'était l'époque ouais, du. Tu sais, tu faisais un squat et après tu faisais Un overhead. Ouais, un overhead. Ouais. C'était vraiment l'époque des exercices combinés et en fait, c'était vraiment ça. C'était euh, à l'époque, tu pensais parce que encore une fois, on avait de plus en plus de créateurs, mais on était toujours dans la broscience C'est ça. parce qu'on n'avait toujours pas d'informations fiables. Et en fait, à l'époque, tu vois juste un mec qui fait ça, qui fait un exercice combiné, tu te dis, ok, putain, en fait, moi, si j'ai pas son physique, c'est parce que je peux pas cet exo. Donc, On se rappelle aussi des programmes épaules de Lazer Angelov, où, voilà, même époque que Ulysse, où vraiment c'est voilà, des séances où ça va dans tous les sens, où du coup c'est nouveau, donc ça suscite l'intérêt. Alors forcément aussi, il y avait les physiques qui allaient bien avec. Putain, là tu me fais des souvenirs, mec, incroyables, quoi. ouais, mais c'est ça. Et du coup, bah, toi, tu es de ton côté et en fait, clairement, tu te fais influencer. Et je trouve que à cette époque-là, en fait, vu comme c'est nouveau,
qu'on n'avait pas en fait de notion de tout ce qui est influenceur, etc. En fait, on se fait clairement influencer beaucoup plus facilement. C'est-à-dire que, tu vois, à l'époque, tu allais en salle de sport, tout le monde consommait MyProtein, parce que, en fait, tous les jeunes surtout, pas les anciens, les anciens bodybuilders, eux, continuaient de prendre en général en salle de sport, etc. Mais ouais, toute la nouvelle vague de jeunes arrive, ils sont tous en Gymshark, ils sont tous chez MyProtein. Et en fait, ça se fait influencer fort. Tous les jeunes en fait font des exercices farfelus, là où en fait les anciens, eux, restent sur ce qu'ils faisaient jusqu'ici. Et Choc des générations, du coup. Hein. ouais, c'est ça. Et c'est là où il commence à y avoir ouais, une petite fissure entre guillemets Ouais. Une espèce générationnelle. voilà, un petit gouffre entre les deux. C'est ça, là où ça commence un peu à se séparer. Non, non, mais on fait quand même des gros raccourcis, mais ce qu'on dit là, quand même, c'est la tendance qu'on a pu observer, et je pense que c'est une tendance quand même que beaucoup de personnes ont pu observer, mais ce côté un petit peu choc des générations, où en fait le terme influence n'existe pas. D'ailleurs, il est hyper récent, hein, parler d'influenceur, c'est un mot nouveau. On parle de youtubeurs ou on parle d'instagrammeurs, mais on parle pas d'influenceurs. Et ouais, c'est ce choc des générations où du coup, bah, on a des jeunes qui arrivent avec des exercices différents, nouveaux, bah, des anciens qui sont là et qui pratiquent toujours pareil. Ben, ça fait des bioles un peu dans les salles de sport. Et ça me fait penser à l'époque, du coup, on arrive à Iron Gym où du coup, on commence à parler de cycle de progression, d'exercices. Je me rappelle, il y avait quand même pas mal l'époque du décliné aussi. Alors ça c'est, je pense que là on change de période. On passe dans la période où on a une multiplication de De l'information. l'information. Mais on n'est plus en fait dans le voilà. Il y a eu cette période où il y a eu tous les mecs du coup qui voilà les Américains, on était très influencés par ça. Et après on a eu effectivement la mise en avant plutôt l'émergence de youtubeurs avec un contenu plus éducatif et la mise en avant de certains ouvrages, les méthodes de la vie, etc. Du coup, les forums francophones qui commencent à devenir de plus en plus populaires parce que forcément, multiplication du nombre de pratiquants, donc forcément, les forums qui à l'époque étaient un peu nichés deviennent de plus en plus fréquentés. Et en fait, voilà, on commence à avoir une multiplication de l'information. Et forcément, du coup, comme dit Rémi, on commence à aborder des notions de cycle de progression, ce genre de choses. Et quand tu parles de cycle de progression à des anciens en salle, ouais, c'est ça, le mec il te regarde, il fait Qu'est-ce que c'est que ça? comment? Comment ça rentre dans quelle case le cycle de progression? Parce que moi, là, en ce moment, j'ai été sur un cycle masse. Je faisais du 3x6. Cycle de progression, tu me dis qu'il faut que je fasse 3x7 la semaine prochaine. Ça dépasse la fourchette de répétition. Enfin, ça dépasse les 6 répétitions. Ouais, Donc, on a ce conflit en fait du putain, mais ils arrivent avec des techniques farfelues alors que moi ça fait 10 ans que je m'entraîne comme ça et c'est ces petits jeunes là, ces petits cons là de Denis et Rémi qui arrivent avec leurs petits exercices un peu chelous là et qui vont me faire chier. Ouais, et puis on a l'émergence de nouvelles méthodes d'entraînement. Certains du coup, youtubeurs qui font du contenu éducatif montrent qu'ils s'entraînent par exemple 2 fois par jour. Je pense à Lucas Guif à l'époque, tu vois. Ouais. En fait, ça montre plein de nouvelles façons de s'entraîner. Il y a l'arrivée du PPL. C'est ce que j'allais dire. En fait, Le on quitte le PP split Ouais, c'est ça. pec, triceps, dos, biceps qu'on connaît tous avec push, pull, legs. Oh putain, de Il y a l'anglais qui arrive encore. À Et, l'époque, en fait, c'était ça. C'était full body, upper lower, split. C'était vraiment, genre, t'avais que ces 3 formats d'entraînement. Et là, mec, on arrive avec le truc PPL. Quand le PPL est arrivé, je peux vous dire que ouah, c'était la révolution, quoi. C'était, oh bordel. Et tout le monde teste et tout le monde dit, mais c'est trop bien. c'est mieux, franchement. Le bro split, c'est nul. Pourquoi j'ai pas fait ça avant? C'est ça. En fait, on est dans la découverte, on est dans le début des informations, on est dans le début de la réflexion aussi, j'ai envie de dire. Les gens commencent à réfléchir un peu plus sur leur pratique. Il y a des échanges, parce que à cette époque-là aussi, il faut quand même le dire, en salle de sport, Ça discute plus. c'est pas des salles de sport commerciales, c'est pas encore là. Donc en fait, les gens sont en salle de sport, les gens parlent entre eux, les gens communiquent entre eux. Donc ça donne place à des débats intéressants, des échanges d'informations,
des échanges aussi de sources d'informations. C'est là que nous, on apprend l'existence, par exemple, de Nutrimuscle, comme quoi, bah voilà, c'est de meilleure qualité, par exemple, que MyProtein, etc. Ça, les gens échangent. En fait, on est quand même proche des autres adhérents parce qu'on est sur une multiplication du nombre d'adhérents, mais pas au point où on en est aujourd'hui, dans le sens où à ce moment-là, il n'y a pas encore de salle dite commerciale. Il n'y a que, on va dire, des petites salles indépendantes. Tout ce qui est Basic Fit, etc., n'existe Pas pas. encore. Et ça, en fait, c'est ce qui vient après. Ouais. Mais alors, à cette époque-là, quand tu dis échange des informations, ben, c'est là où on a commencé à faire nos premières commandes de sacs de 25 kilos chez Nutrimuscle. C'est là où, du coup, on se dit, putain, mais il y a des sources qu'on ne connaît pas. Moi, c'est à cette époque-là où je commence à m'intéresser à la team 3DMJ. C'est là où, du coup, je commence à regarder aussi les Natty Du Daily. C'est là où vraiment on s'intéresse vraiment à du contenu encore plus niché sur le body FR, enfin le body naturel, pardon. Et ça, c'est là où vraiment ça devient intéressant parce qu'on peut explorer encore plus. Et je crois que c'est ce qui nous manquait à toi et moi, c'est que on pouvait pas rester dans ces cases-là. Le PPL est arrivé très vite dans nos programmations. Et surtout, la réflexion tout l'entraînement, c'est le truc qui nous a animés très tôt, qui continue de nous animer d'ailleurs, mais qui, à cette époque-là, était vraiment central dans toutes nos discussions. C'est encore d'ailleurs le cas. Mais quand on allait à la salle de sport, on était un petit peu les deux jeunes, ou avec Monstro, quand on allait s'entraîner, on était un petit peu les trois ovnis qui arrivaient avec des discours neufs, différents de ce que les autres pouvaient entendre. Et ça faisait bizarre de pouvoir argumenter et d'être en confrontation avec des personnes qui avaient des idées bien ancrées, bien stéréotypées. En fait, pour vous dire, j'ai un très bon souvenir de cette période. Je suis vraiment, en fait, je pense que vous devez le sentir là quand on en parle. C'est vraiment une époque qu'on a adorée. Ah Moi, ouais. en plus, c'est une époque qui a vraiment participé à mon développement mental et qui, je pense aussi, a fait de moi la personne que je suis aujourd'hui. Tout à fait. Et en fait, cette époque, j'en garde un putain de beau souvenir parce que, en fait, c'est vraiment le début de la multiplication de l'information. Et en fait, c'est très simple. Ma vie est constituée de je mange, je m'entraîne, et quand je mange pas et que je m'entraîne pas, en fait, je cherche des C'est sources ça, d'informations. on est sur Internet, Et, on est sur les livres de Michael et Frédéric. et en fait, si tu veux, tu es à la recherche de la pépite. C'est-à-dire que tu cherches le truc tu sais, qui a pas encore explosé, tu vois, qui a pas encore. Je me souviens qu'on commençait à tomber sur certaines chaînes. C'était le début, par exemple. Tu te souviens, j'étais tombé sur la chaîne de Julien Quadriellini. Ouais, Je sais plus comment ça se dit. Quagliarini. Ouais, c'est compliqué à dire. D'ailleurs, dédicace à lui s'il écoute, mais il n'écoutera pas. Mais tout ça pour dire que, genre, à l'époque, Ouais, je tombe sur sa chaîne. Il a genre 200-300 abonnés. Et c'est un compétiteur français qui vit aux States. Putain de pépite. Je m'en souviens, genre, j'étais là. Quand Monstro est arrivé, j'ai dit mec, il y a un gars, on va regarder toutes ces putains de vidéos. C'est vrai, on regardait quand on déjeunait. Et en fait, c'est très simple. Hein. Tu découvrais un truc et avec Rémi et Monstro, on se matait tout. Tu vois, on matait toutes les putains de vidéos, on regardait tout. On regardait Top Gear aussi. On regardait Top Gear aussi. Ça, c'est autre chose. C'est génial, Top Gear. Mais voilà, c'était ça. Et tu cherches le nouveau livre qui va sortir, qui va être génial. C'était aussi. Il y avait. L'époque de Christophe Bonnefond. C'est ça. Les articles de Julien Vénesson aussi. Putain, tu tombes là-dedans, tu te dis, waouh, cette mine d'informations. En plus, c'est français, mon gars. Et surtout, c'était, tu sais, genre, c'était le début, entre guillemets, les prémices de ce qu'on pourrait appeler un podcast aujourd'hui, tu vois. C'était des discussions et t'étais là. Wow. Mec, en fait, c'était très simple. Genre, t'écoutais ça et t'entendais des choses que t'avais jamais entendues nulle part. Et c'est dommage parce qu'aujourd'hui, vous connaîtrez jamais trop ça parce que quand on parle de quelque chose, vous l'avez déjà forcément entendu ailleurs, sur un format court, sur un réel, un short. Là, mec, il fallait taper des heures et des heures d'informations en fait pour entendre quelque chose que tu n'avais jamais entendu ailleurs. Et quand tu l'entendais, mais t'étais là. Oh, je me suis tapé 3 heures de recherche aujourd'hui et j'ai découvert un truc génial. Et après, tu faisais quoi? T'allais le partager avec tes potes. Et voilà, et tout le monde cherchait de son côté. Tout le monde. Et genre, c'était juste trop bien. C'était vraiment
tu passais tes journées à essayer de trouver les pépites, à essayer de trouver les nouveaux créateurs, les nouvelles sources d'informations, en anglais, en français, peu importe. Tout ce qui comptait, mec, c'était que tu cherches à te développer d'un point de vue de tes connaissances. C'est là où on découvre aussi MyFitnessPal. Grosse révélation où c'était gratuit à l'époque. Où tu peux rentrer tes calories, enfin un truc de ouf. Bah, on a la coloc, donc enfin la coloc où on prend du coup un appartement avec Denis, où vraiment c'est à fond muscu, on vit muscu, on dort muscu, on va à la salle avec Monstro, avec sa Twingo à 3 dedans, on est en période où on prend du poids énorme, enfin où on est là à tout expérimenter, à tester des exercices chelous, à faire voilà tout un tas de choses, enfin vraiment c'est des putains de souvenirs. C'est vraiment voilà, le début de la popularisation de l'information. Mm. Et je pense qu'on va pas tarder à perdre une cam. On va, Peut-être. on va pas tarder à perdre une cam. Est-ce que on fait pas un petit entracte changement de batterie. Allez, Comme ça, on on concentre repart pas. pour la suite qui est, je pense, je dirais, la multiplication, enfin l'arrivée des salles de sport commerciales. C'est ça, et l'arrivée du coup d'encore plus de cloches, pour faire mon petit lien avec Pâques. Bon, on a fait notre petite pause changement de batterie sur la caméra de Denis, on a fait notre petite pause pipi, et moi ce que je disais c'est que j'arrive pas à me réchauffer quoi. Tout à l'heure, petite anecdote, Denis me dit tu veux finir ma glace? Déjà, ça sent pas bon parce que quand Denis dit tu veux manger un truc qui est censé rentrer dans mon total calorique, c'est qu'il y a une couille. Je dis bah bien sûr, moi je veux goûter, en plus c'est une bonne glace et tout, pourquoi pas. Donc je goûte, sauf que la glace, elle est pas froide mec. Elle est giga froide. On est le putain de 4 avril, je prends la glace, bien sûr, j'y vais franco, moi je prends une grosse cuillère, ça m'a congelé jusqu'au cerveau mec. J'avais l'œil comme ça là qui était gelé. Gros, j'avais trop mal à la tête. Et là du coup j'ai toujours froid depuis tout à l'heure. Donc Denis est en train en fait de saboter le podcast parce que du coup j'arrive pas à me réchauffer. C'était une glace qui était très basse en calories et elle était vraiment turbo froide. C'est-à-dire que ouais, elle te gelait une partie de l'âme. C'est-à-dire que j'ai commencé, je l'ai mangé en étant assis. Après, j'ai dû faire un changement stratégique. Je l'ai mangé en marchant pour me réchauffer, mais c'était pas suffisant, tu vois. Ouais, non, mais par contre, bon, tu disais qu'elle était fade, elle était plutôt ok, hein. Ça Ouais, allait, hein. je fais toujours des tests de glace. La recette arrive bientôt sur YouTube. Abonnez-vous. Donc nous en étions en train de parler voilà, de la multiplication des informations. Et comme quoi, bah, il y a des conflits dans les salles de sport. Enfin, pas des conflits, hein, on parle pas de conflits genre ça se fight, c'est plus choc d'infos entre ce qui est pensé par des personnes et ce qui arrive de neuf, du sang neuf, et souvent apporté bah, voilà, par des personnes jeunes, parce que voilà, elles sont à fond sur les réseaux, elles regardent un petit peu ce qui se passe à droite à gauche. Et donc ça arrive dans les gyms. Et donc, multiplication de l'information, multiplication des cloches. La suite, c'est multiplication des salles de sport avec l'arrivée de principalement Basic Fit. Basic Fit arrive et Basic Fit, en fait, C'est le sport accessible à tout le monde. Parce que ça, c'est important aussi, c'est que les salles de sport où on s'entraîne, avant l'arrivée des Basic Fit, c'est des gyms où l'abonnement est, on va dire, plus haut qu'un Basic Fit. Il y a des tarifs étudiants, mais ça reste quand même toujours un peu cher. Et ouais, Basic Fit arrive, compter 40 € en moyenne pour un abonnement en salle de sport à l'époque. c'est ça. Aujourd'hui, peu de personnes seraient prêtes à mettre 40 €. Et quand Basic Fit arrive et qu'ils sont là avec leurs 20 balles par mois. 4 semaines, mec. Attention. Non, à l'époque, c'était par mois. À par mois, et après, c'est C'était passé en 4 semaines. Ouais, c'est ça. À l'époque, c'était par mois. Et en gros, ouais, surtout, c'était en fait le matériel. Le matériel, La grandeur du truc. la grandeur et La clim qui est pas toujours aussi présente dans les gyms. c'est ça. Il y avait quand même en fait une nette amélioration du confort et de la pratique. Parce que voilà, aujourd'hui, vous allez dans un Basic Fit, surtout si c'est un des premiers qui a ouvert. Vous allez vite voir que le matériel est un peu pété, genre tout est usé, etc. Honnêtement, à l'époque, c'est pas le cas. À l'époque, on se retrouve dans des salles qui sont pas surpeuplées. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe quand Basic Fit arrive? En gros, jusqu'ici, il y avait plusieurs petites salles indépendantes. Et tous les adhérents en fait, de ces salles indépendantes
vont à Basic Fit. C'est ça. Voilà ce qui se passe. Donc on se retrouve avec des personnes, principalement des jeunes. Il y a quelques moins jeunes, entre guillemets, qui vont aussi, mais la majorité, c'est quand même des jeunes. Et on se retrouve voilà, avec, encore une fois, on était dans la multiplication de l'information. On se retrouve avec des personnes qui arrivent, qui ont des pensées différentes, qui sont un peu comme nous, qui ont recherché aussi, qui ont fait des recherches ou non. Hein. Il y a vraiment un peu de tout. Et en gros, tout ça se mélange, parce que jusqu'ici, comme on l'a dit, c'était en salle de sport, tout le monde arrivait, tout le monde disait bonjour, tout le monde parlait entre eux, etc. Et là, en fait, on se retrouve dans un Basic Fit, où il y a cette ambiance un peu familiale, entre personnes de différentes salles de sport, et ça se mélange. Alors parfois, ça se fight un peu. Parfois, moi, je travaillais à Basic Fit, du coup, dans le Basic Fit qui a ouvert. Le tout premier de la ville. Le tout premier. Parfois, il y avait des petits clashs quand même entre les mecs des salles de sport à l'époque. Par exemple, sur la façon de ranger les poids, je me souviens. Non, mais honnêtement, j'étais choqué. 2 fois, genre, j'avais dû intervenir parce que ça allait se foutre sur la gueule. Et puis bon, voilà, c'est la muscu. C'est la muscu encore un peu à l'ancienne. Donc, c'est à qui a le plus de testo, tu vois. Et voilà, comment ça, tu ranges le poids comme ça? Il est pas comme ça, non, tu vois. Donc, ouais, ça se prend la tête un peu pour rien. Ça veut montrer qui c'est qui est le plus beau. On est sur l'époque encore toujours des débardeurs Gymshark bien échancrés, là. Et du coup, voilà, c'est le début de l'accessibilité, on va dire, au fitness. Parce que cette époque là, on parle de notre ville, hein, c'est comme ça que ça s'est passé. Je ne sais pas si ça s'est passé comme ça ailleurs. Partout, ouais, c'est ça. Parce que nous, on est quand même une petite ville. Mais en gros, ce qui s'est passé, c'est qu'après, parce que la barrière du prix aussi en salle de sport était importante, c'est ce qu'on disait. Voilà, tout le monde n'était pas prêt à mettre 40 balles dans une salle de sport, surtout qu'il y avait toujours les préjugés. Hein, il y avait toujours les préjugés. Et là, il y a Basic Fit qui arrive et les gens se disent ok, 20 balles. Et en fait, il y a la démocratisation, c'est-à-dire qu'à cette époque-là, moi, je me mets à prendre mes shakers n'importe où. Voilà, j'en ai plus rien à foutre. Je suis majeur. Plus personne ne peut rien me dire par rapport à ma nutrition. Je m'apprête à être diplômé pour être une professionnel de santé. Les choses ont quand même bien évolué. Grâce à quoi? Grâce à la multiplication de l'information. Grâce du coup à tous ces créateurs qui ont partagé du contenu éducatif, qui ont partagé de l'information, l'émergence aussi de marques, parce que voilà, on parlait des marques tout à l'heure comme MyProtein, quand des marques comme celle-ci se développent, forcément, tu vois, ça change un peu la vision des choses par rapport à la consommation de protéines qui jusqu'ici était vue comme du dopage. Donc en fait, on a quand même une vision de la muscu qui est différente, qui a quand même bien évolué, et on se retrouve du coup grâce aux salles commerciales avec quelque chose de plus accessible et sur lequel du coup les gens vont tout simplement pouvoir accéder beaucoup plus facilement. Et donc là en fait on se retrouve avec du monsieur et madame tout le monde qui commence à arriver, parce que jusqu'ici on était quand même toujours sur des pratiquants, donc on avait toujours les videurs, on avait toujours les rugbyman, on avait du coup ceux qui étaient ce qu'on peut appeler les go muscu, donc ceux qui étaient influencés par les créateurs, etc., qui voulaient tout simplement devenir plus musclés. On avait encore ce qu'on peut appeler la catégorie ici des vieux, qui vont en salle depuis très longtemps, etc. Mais maintenant, on a une nouvelle catégorie de personnes qui viennent en salle de sport. C'est monsieur et madame tout le monde. C'est en fait juste la personne qui est curieuse et qui vient voir un peu ce qui se passe et qui se dit c'est cool. Et également, on a toujours avec la multiplication du nombre de créateurs, etc., de plus en plus de jeunes qui viennent s'inscrire. Et là, on commence à être vraiment de plus en plus sur une tranche d'âge de 18 ans. De plus en plus de jeunes. On a très peu de mineurs à cette époque. Moi qui travaillais à Basic Fit, il y avait quand même assez peu de mineurs qui venaient s'inscrire dans le Basic Fit. Et puis parce que c'était, il fallait y aller avec tes parents ça, encore étaient, t'es sûr que tu vas faire de la musculation, t'es pas dangereux pour ta croissance. Comparé à l'ouverture, il y avait ça encore. Hein. Parce que j'ai travaillé 3 ans dans ce putain de Basic Fit, et la dernière année où j'y travaillais, par contre,
Je me souviens, c'était trop chiant parce qu'il y avait plein de mineurs qui venaient, enfin beaucoup plus de mineurs, et du coup, il fallait à chaque fois une autorisation parentale, etc. Bien sûr, ouais, ouais. Et ça, en fait, c'est venu d'où? Bah, c'est venu, en fait, tout simplement de l'émergence de nouveaux créateurs de contenu, encore une fois, toujours de plus en plus jeunes, entre guillemets. Et parce que c'est sûr que bon bah voilà les créateurs de muscu ils avaient quand même un certain âge, enfin quand je dis un certain âge ils avaient 25 ans etc. Donc c'était plus ce genre de public là voire un peu en dessous qui s'identifiait. Mais après on a commencé à avoir de plus en plus de créateurs de contenu jeunes sur lequel eh bien forcément un public plus jeune a pu s'identifier et forcément eh bien on a eu de plus en plus de jeunes qui ont été en salle de sport et forcément bah quand tu as des jeunes qui vont en salle de sport bah, quand tu es au lycée, par exemple, et que bah, justement, contrairement à moi, tu assumes que tu vas à la salle et qu'il y en a plusieurs, après, c'est l'effet de groupe. Hein. Quand C'est on a ça, un, effet deux, boule de neige. trois, c'est ça. Après, tu y vas de plus en plus avec tes potes, puis après, d'autres potes, d'autres potes, d'autres potes. Et voilà, c'est comme ça. Et ça a commencé en fait à se normaliser de plus en plus. C'est ça, en fait, moi surtout, ce que je retiens de cette transition avec du coup l'arrivée des Basic Fit, alors encore une fois, ce qu'on dit là, c'est juste ce qu'on a pu observer à notre échelle, donc à l'échelle de Limoges. Sans doute que c'est pas exactement ce qui s'est passé dans le reste de la France. Dites-nous comment ça s'est passé chez vous et comment vous l'avez senti. C'est ça, et encore une fois, c'est Le notre référencement. 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 C'est notre perception du comment on a vu les choses changer. Peut-être que si on interrogeait une personne qu'on catégorise, et encore c'est moche, de vieux, peut-être que lui, il a senti autrement les choses. Mais moi, ce que je retiens de cette transition, c'est on arrive dans un Basic Fit où on retrouve des gens qui sont comme nous, des gens qui font comme nous. On quitte une salle de sport où on était avec des anciens, d'ailleurs qu'on adore toujours, qu'on a pu recroiser, et ça c'est cool. Mais on croise des gens comme nous qui ont envie d'améliorer leur pratique, de chercher les choses comme nous. Donc ça c'est le premier point. Et puis voilà, c'est l'accès où tu te dis, c'est bon, là je peux faire une grosse programmation, tester encore plus de choses, euh, commencer aussi à créer du contenu. Enfin, vraiment, il y a des choses qui arrivent de plus en plus. Ouais, bah, en fait, c'est surtout que en termes de matériel, on en parlait, mais on passe quand même ta salle de sport, t'as voilà, deux bandes développées couchées, des haltères, un tirage horizontal, un tirage vertical, à bah, tout de suite, là, dans ta salle, tu as forcément bah, la même chose, mais tu as 5 machines pour le dos en plus. Tu vois, en fait, genre juste, tu as l'impression que tu arrives à Disneyland C'est parce ça, que tu as beaucoup plus d'attractions, entre guillemets, disponibles comparé à avant, quoi. le premier Basic Fit qui ouvre, bah, c'est de toute façon le plus gros de Limoges. C'est une salle sur 2 étages où tu as du choix. Tu as vraiment beaucoup de choix. Et ça change tout. Alors, il n'y a qu'une poulie, hein, mais par contre, il y a beaucoup de choix au niveau des exercices de dos, des pecs. Et moi, je me rappelle que c'est là aussi où bah, tu commences à faire des entraînements et tu commences à filmer certaines séries. Alors, au départ, le téléphone, tu le poses en mer sur ton bout de téléphone, hein, sur ton bout de shaker, où du coup, j'ai des souvenirs de la presse où on filme ça un petit peu comme on peut, sans trop filmer les autres, etc. Donc, c'est là où après où on va aller, bien sûr, sur la démocratisation de la vidéo, de se filmer en salle de sport. Mais là, on est dans un stade où bah, les personnes qui sont au gym, euh, si elles veulent se filmer, c'est genre, on fait vite une photo flex dans le miroir, mais on essaie de pas trop gêner les autres. On pose le téléphone sur un shaker et on filme vite fait un petit truc sur Snap, mais il n'y a pas de vas-y, je sors le trépied, etc. Oui, ça c'est un point très important. C'est vrai que à l'époque, on partageait pas trop, ou alors on demandait à quelqu'un en fait de nous filmer, mais en fait tu demandais pas à genre un mec random. C'était ton pote. Mm. Si ton pote était pas là, t'avais pas de vidéo, tu vois. Tu filmais juste ton PR de l'EP couché, mais tu t'amusais pas à filmer tous les exercices de ta séance. Enfin, vraiment, t'étais discret. Ouais, c'est ça. En fait, voilà, c'était une époque où il y avait pas de caméra, il y avait pas de tout ça Et en même, salle de c'était sport. interdit. Enfin, c'était interdit où, en gros, tu pouvais pas te ramener avec ta grosse caméra, ton trépied. Sinon, tu pouvais. Bah, ouais, enfin, on pouvait te demander de ranger ton matos, quoi, hein. Ouais, ça, enfin, j'avais pas de règle en tant qu'employé de Basic Fit par Ouais. rapport à ça. Ou du moins, peut-être que les gens aussi Mm. s'imposaient cette règle-là. Mais c'était mal vu en tout Ouais, cas. c'était mal vu. C'était mal vu. C'était très mal vu. Et Ouais, c'est un, donc, c'est un point important ça. c'est ça. Et je crois que à partir de cet état-là, donc de plus en plus de personnes arrivent dans les salles de sport et bah, l'information arrive et du coup les pratiquants deviennent non seulement des personnes qui recherchent l'information,
mais qui commencent aussi à créer de l'information. Oui, Alors plus tardivement, mais ça commence. Ouais, là, tu as fait quand même Un bon jump. un bon jump. Mais en gros, c'est vrai que par rapport à cette époque, donc là, on a l'arrivée des Basic Fit, la multiplication des pratiquants. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? On a du coup une augmentation exponentielle du nombre de pratiquants. Donc ça grimpe, ça grimpe, ça grimpe, ça grimpe, ça grimpe. Et on a du coup, pour répondre à ce besoin, une augmentation du nombre de salles de sport. Donc plus de Basic Fit, plus de Fitness Park, plus, en fait toujours plus de salles commerciales qui arrivent. Et voilà, la muscu commence à être quelque chose de très populaire. Et on a, après, par rapport à ça, l'apparition, on va dire, de nouvelles plateformes de réseaux sociaux. Je pense par exemple à TikTok. Où, Moi, le TikTok, je le vois vachement plus loin en fait. alors TikTok, Instagram, où en fait, oui, on commence enfin, certaines personnes commencent à partager dessus. C'est surtout Instagram à l'époque, où on partage essentiellement des photos de son physique, etc. Certaines de ses perfs. Et après, effectivement, je pense que c'est là où on en vient dans enfin, encore dans la multiplication exponentielle du nombre d'informations, avec justement l'arrivée des formats courts. Ouais, alors moi je parlais création de contenu, pas création de contenu vidéo éducatif, c'était juste création de contenu, des personnes se prennent en photo, les partagent sur les réseaux. C'est quelque chose qu'on n'affichait pas forcément facilement avant parce que c'était assez pudique. Comme je disais, on n'était pas là en salle de sport pour se prendre en photo machin. Là, on a de la création de contenu autour de la musculation. Les gens se prennent en photo en train de pratiquer, etc. Parce qu'Instagram au départ, c'est un logiciel, enfin c'est une plateforme où on partage des photos, les vidéos arriveront plus tard. Mais c'est aussi l'arrivée de tout un tas de méthodes, de nouvelles méthodes qui arrivent, notamment le 21 ou alors c'est peut-être un peu plus tard le F57, toutes ces choses-là qui sont nouvelles, avec encore une fois des exercices encore plus exotiques qui arrivent sur le marché. Et voilà, ouais, c'est l'événement marquant un petit peu de mes années basiques. En fait, il faut se dire que forcément, plus on a de pratiquants, plus on a de créateurs qui émergent aussi. Donc forcément, et surtout, en fait, les plateformes comme YouTube, etc., deviennent de plus en plus populaires. Donc forcément, il y a de plus en plus de consommation, il y a de plus en plus de pratiquants, donc forcément, il y a de plus en plus de vues sur ce genre de sujet qui était un peu niche avant. Voilà, donc tout ça, ça se multiplie. Tout ça, il va un peu de son grain de sel. Et c'est justement là où je pense que, encore une fois, parce que c'est ça, ça se multiplie, ça se multiplie. Et pour moi, en fait, c'est ça, l'élément tournant, enfin l'élément marquant, c'est l'arrivée des formats courts. C'est ça que Ok. je voulais en dire. Parce que, en fait, qu'est-ce qui se passe avant? C'est exactement la même chose. Plus de pratiquants, plus de créateurs, plus de vidéos, plus de méthodes. En fait, c'est juste la même chose, mais qu'on a parlé avant, mais qui augmente en fait de façon exponentielle et qui suit la croissance en fait du nombre d'adhérents en salle. Je me rappelle aussi de cette époque-là comme une période où, alors c'était très niché, hein, mais l'entraînement en occlusion. Des personnes qui se mettaient des garrots au niveau des bras pour faire du biceps, curl, des triceps, etc. J'ai ces souvenirs-là aussi, donc je sais pas si tu t'en rappelles aussi. En fait, ouais, il y a beaucoup de méthodes forcément qui émergent. Ouais. Voilà, il y a l'occlusion, il y a les élastiques aussi qui deviennent élastiques, bien sûr. Qui deviennent de plus en plus populaires. En fait, il y a plein de choses. Les rouleaux de massage. Les rouleaux de massage, les pistolets de massage. Il y a plein de choses en fait comme ça qui deviennent très populaires rapidement. Et voilà, c'est ce qui émerge. Et on tente ça, voilà, chacun un peu de notre côté. Mais voilà, c'est de la multiplication de l'information, de la multiplication des méthodes. La suite, dont je parle depuis tout à l'heure, parce que pour moi, c'était quand même un tournant important avec cette arrivée des formats courts. Il faut savoir que du coup, jusqu'ici, en fait, on suivait via les vidéos, en fait, on avait de l'information, du contenu éducatif long. Donc en fait, c'est quoi? C'est plus facile en fait de poser du contexte sur du contenu éducatif long. Donc forcément, en fait, les personnes qui consomment du contenu éducatif long ont plus de contexte, ont plus de compréhension des choses. Ouais. Quand on suit la vie d'un athlète,
par exemple, quand il se prépare, quand on suit Christian Guzman qui se prépare, voilà, on regarde une de ses vidéos, même s'il nous dit, bah voilà, je mange ci, je mange ça, on sait que par exemple, il se prépare pour une compétition, on sait déjà qu'il est en sèche, on a du contexte. Là, en fait, on a l'arrivée des formats courts. L'arrivée des formats courts, c'est quoi? Et surtout, entre-temps, bah, l'évolution de la technologie hein, aussi. Hein. Tout le monde a un téléphone aujourd'hui, la qualité des téléphones est de plus en plus importante. L'accès, tout le monde a Internet sur son téléphone. Voilà, donc forcément, c'était pas le cas. C'était pas le cas, par exemple, à mes débuts en muscu. J'avais même pas de téléphone, etc. Les téléphones ne pouvaient pas aller sur Internet. Bref. Euh, Là, du coup, voilà, on a aussi une évolution de la technologie qui fait que tout le monde peut devenir créateur. Tout le monde peut devenir créateur et on se retrouve avec bah, du coup des plateformes comme TikTok où des gens partagent leur physique et c'est des plateformes qui sont extrêmement populaires auprès des jeunes et forcément encore une fois c'est toujours l'identification. Quand tu vois un mec, je sais pas de 16 ans, 17 ans, 18 ans, parfois moins que ça, qui affiche son physique, que tu vois que genre il a un bête de physique, tu dis putain, c'est comme en fait comme moi quand je regardais Mark Fit où je disais bah, je veux les putains de pecs à Mark Fit. Bah, je sais pas, tu vois un jeune de 17 ans qui a des putains de pecs, toi tu as 17 ans, tu te dis putain, je veux les mêmes pecs que lui. Donc on est quand même sur une nouvelle ère, une influence différente, une création de contenu qui est différente. Et au début, sur ce genre de plateforme, il n'y a pas beaucoup de contenu éducatif, c'est surtout du je monte mes perfs, je monte mon physique, etc. TikTok au début, c'était surtout les danses, etc. Et après, on a eu du coup le contenu éducatif qui est arrivé sur ces plateformes, et c'est là où je voulais en venir tout à l'heure avec eh bien YouTube, le format long, etc. Même bah, les podcasts, etc., qui existaient déjà à l'époque, on avait toujours du contexte, où là, en fait, on balance de l'information sur genre 15 secondes, 20 secondes, 30 secondes, 40 secondes maximum, où on n'a pas de contexte. Et on balance voilà, on, Moins une. ah, on a perdu une lumière. On a perdu une Crash putain de test. lumière. Crash test terminé. Mais on te balance du contenu en fait sans contexte. Et forcément, c'est ça qui. Donc en fait, vu comme c'est du format court, c'est beaucoup plus facile à produire que du format long. Donc la multiplication de l'information se fait encore plus rapidement. Ces plateformes sont extrêmement populaires aussi du coup auprès des jeunes. C'est du format court, ça se consomme encore plus rapidement que du format long. Et on donne de l'information sans contexte et on est bombardé d'informations. C'est-à-dire que tu vas sur TikTok, en fonction de ce que tu regardes sur TikTok, tu peux en fait te retrouver bombardé de contenu muscu, éducatif ou non, hein, un mélange parfois de tout ça. Et cette multiplication d'informations sans contexte, c'est ça qui, je pense, a créé cette surinformation et cette paralysie par l'analyse dont on parlait tout à l'heure chez les nouveaux pratiquants qui en fait suranalysent tout, ont des données mais ne savent pas les recontextualiser parce que du coup bah, toutes ces données sont données sans contexte et au final c'est selon moi là où potentiellement ça a été l'apparition d'un excellent outil qui malheureusement a mal été utilisé et qui du coup a conduit à du positif hein, forcément, mais également du négatif pour les pratiquants de muscu. Ouais, et puis je crois que transition, je reviens encore sur ma transition un peu en arrière du Basic Fit avec l'accès aux salles de sport. Euh, on a peu de personnes qui ont une programmation stable. Donc on se rappelle, hein, au départ, tout le monde a le même programme, tout le monde fait les mêmes exercices. Et là, on arrive dans une étape où tout le monde fait une programmation qui est faite sur le pouce. Tiens, aujourd'hui, je vais faire le pec, tiens, aujourd'hui, je vais faire le dos. Du coup, on a une diversité au niveau des mouvements. Les personnes s'entraînent un peu au hasard. Et du coup, on a cet excès d'informations puisque les gens testent beaucoup de choses. Alors, encore une fois, c'est très général ce que je dis. Ça se trouve, c'est pas du tout ce qui se passe dans. Mais en tout cas, c'est ce que j'ai pu observer. Les personnes n'ont plus de programme précis, font un petit peu comme ils le veulent. Et là, aujourd'hui, donc on fait encore un bond avec l'ère d'aujourd'hui, où justement maintenant on est dans quelque chose de trop précis,
les gens notent absolument tout, s'intéressent aux données, regardent ce qu'il y a d'optimal pour eux avant de pratiquer. Et du coup, bah voilà, on a en fait cet effet un peu cyclique des choses. Alors bon, est-ce que la réponse se trouve dans un entre-deux? Sans doute. Mais c'est vrai qu'on est passé un petit peu par toutes ces phases. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai pu observer, enfin qu'on a pu observer. Ce côté du je m'en foutiste où tiens, tu fais PEC aujourd'hui, bah, je vais faire PEC aussi avec toi. Tiens, on teste cet exercice-là, tiens, on fait ci, tiens, demain on fera autrement. Et puis aujourd'hui, où, bah, je sais pas si pour toi, quand tu fais un appel pour un début de suivi, la personne a maintenant systématiquement un suivi. Alors, est-ce qu'on est biaisé parce qu'on attire les personnes qui nous ressemblent? Sans doute. Mais quand j'ai commencé les services de coaching, beaucoup de personnes n'avaient pas encore de données, n'avaient pas de logbook, etc. Maintenant, c'est chose totalement différente. Maintenant, il y a des personnes qui ont beaucoup de données, mais qui ne savent plus les interpréter, mais qui ont compris que c'était important pour eux d'avoir ça. Alors, je te rejoins. C'est vrai que le début de la création de contenu, le début de la multiplication du contenu court, a effectivement, on a un bombardement de l'information sur du coup une cible qui est extrêmement jeune. C'est beaucoup de jeunes qui consomment ça. Forcément, on a du coup des personnes qui n'arrivent pas à faire le tri dans ces informations. C'est là, ça rejoint Rémi, où au final les gens testent un peu tout, sans structure, etc. Puis en fait, on a eu quand même une amélioration de la qualité du contenu sur ces plateformes courtes, avec l'arrivée de créateurs qui diffusent, on va dire, des informations de meilleure qualité. Et à la suite de ça, je pense que effectivement, certaines personnes ont commencé à comprendre que oui, il y avait certaines choses qui étaient importantes en musculation. Et surtout, en fait, quand tu regardes beaucoup de contenu muscu, tu sais, tu retombes un peu dans ce que nous, on cherchait. Tu sais, C'est je ça. disais, on cherchait la pépite, on cherchait l'information qu'on n'avait pas. Et en fait, aujourd'hui, les bases de la muscu sont claires pour tout le monde. Et tu peux très très vite comprendre, voilà, à peu près toutes les bases de la muscu assez rapidement Gratuitement en et plus. gratuitement. Et en fait, pour la personne qui cherche à s'informer sur la muscu, en fait, tout comme nous à l'époque, il va chercher l'information qu'il n'a pas, la pépite. Et c'est quoi? C'est en fait cette information qu'il n'a pas, elle est dans l'optimisation. Elle est dans l'optimisation. Le mec, voilà, il va se dire, oh putain, les RIR, ouah, qu'est-ce que c'est que ça? Je connaissais pas. Putain, je comptais pas mes RIR. Ok. Et en fait, on se retrouve avec un mec qui n'a jamais été à l'échec de sa vie et qui va du coup se mettre à compter ses RIR. On a du coup quelqu'un qui va comprendre, parce que c'est vrai, l'importance du coup du surplus calorique, du déficit calorique pour atteindre son objectif. Il va se mettre à compter ses calories, mais il va pas avoir forcément d'expérience dans la répartition des macronutriments, d'expérience dans le choix du coup des nutriments, parce qu'en fait, euh, la base devient presque fade en fait. Oui, La base n'a plus d'intérêt, tu vois. On veut directement tout de suite l'optimisation. Et comme disait Rémi, en fait, aujourd'hui, par rapport aux clients du coup que j'ai lors des premiers appels, je me retrouve du coup avec des personnes qui ont effectivement en fait énormément de données. c'est ça. Ils, Donc, ils- ils- ils connaissent absolument tous les mouvements. Ils ont déjà testé tous les mouvements. Mais le problème, c'est qu'ils savent pas structurer et ils savent surtout pas pratiquer. alors non, enfin moi ce que je constate, c'est effectivement les gens ont des données, les gens traquent par exemple leur workout, leur, désolé pour l'anglais, leurs entraînements, leur nutrition, etc. Ouais, 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 Sauf tout à que fait. en fait quand moi je regarde ces données, je vois que ok c'est très bien, mais en fait il y a pas genre juste la base, c'est-à-dire que le choix des aliments n'est pas bon. La répartition des macros souvent n'est pas bonne. Au niveau de la supplémentation aussi, les compléments alimentaires, je me retrouve avec des personnes Qui prennent qui, des cocktails. qui prennent en fait ouais, des cocktails de compléments qui, même moi, en étant sponsor par Nutri, en fait, je prendrais même pas ça. Tu vois, c'est des personnes qui vont prendre plein de compléments de l'ashwagandha, du shilajit, des trucs comme ça. Mais à côté de ça, tu vois, genre, ce qu'on va appeler les basiques, en fait, ne vont pas se retrouver. Donc, en fait, on a même de l'optimisation du côté des compléments alimentaires, mais sans avoir, entre guillemets, la base. Encore une fois, les compléments alimentaires, c'est pas obligatoire, mais
c'est pour montrer un peu l'état d'esprit. Au niveau de l'entraînement, du coup, ok, les entraînements sont traqués, les choix des mouvements sont parfois, enfin, sont optimisés, mais en fait, on se retrouve que, enfin, je me retrouve avec une structure de programme avec, par exemple, beaucoup de redondance. Le choix des exos est ok, je veux dire, c'est des exos où on va privilégier la stabilité, ce genre de choses. En fait, de l'optimisation, mais juste, bah voilà, quand tu fais 3 mouvements pour les grands dorsaux sur le même axe, bah tu vois, ça va pas, tu vois. Euh, voilà, on se retrouve, pareil, du côté de l'entraînement avec des exécutions qui ne sont pas bonnes. Voilà, en fait, on se retrouve avec une optimisation. Bancal. Non, en fait, ouais, c'est ça. Ouais, on peut un peu dire optimisation bancale. Et en fait, surtout, ce qui revient souvent, c'est putain, je comprends pas. Je Euh, fais tout comme il je faut. je fais tout comme il faut, mais ça fonctionne pas. C'est le fameux, voilà, je fais tout comme il faut, ça fonctionne pas. J'ai l'impression que j'y donne beaucoup d'énergie. Je compte mes calories, je fais mes steps, je traque mes entraînements, j'ai des sélections d'exercices qui sont bonnes. Ok, tu as toute l'optimisation, mais t'as pas la putain de base, tu vois. Et pourquoi? Parce que à cause de la multiplication du contenu, on perd. En fait, aujourd'hui, genre juste quelqu'un qui va te dire bon bah voilà la base de la nutrition, il va te falloir ça et ça et ça dans un repas pour il va falloir varier de cette manière, t'en as rien à foutre. Par contre, une vidéo qui va te dire mec, il faut absolument que tu bouffes ce putain d'aliment, ou alors mec, consomme ce putain de complément alimentaire si tu veux prendre du muscle, ou alors fais cet exercice, il va te donner des pecs, mec, tu vas être une vache laitière, tu vois. Tout ça là, directement, ça va te plaire. Et moi, je le vois, je suis créateur de contenu. Donc, je le vois, les vidéos. Quand j'ai une vidéo, exemple, j'ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps, arrête de manger du saumon. Je savais d'avance qu'elle allait péter. Et je dis quoi dans cette vidéo? Je dis, mec, arrête de manger du saumon. Il y a un autre poisson qui présente les mêmes avantages et sans les inconvénients. Genre, il est moins cher, il n'a pas les métaux lourds, etc. Cette vidéo, tu regardes, elle a dû faire 200, 300 000 vues, quelque chose comme ça. Sur l'ensemble, sur les 2 plateformes où j'ai publié cette vidéo, ça a dû dépasser le million de vues. Autant dire que c'est énorme. Pourquoi? Parce que du coup, en fait, je présente un truc inconnu. Tu vois, les gens ils regardent cette vidéo, c'est la pépite. Genre, ils tombent dessus. Non, parce que tu les brainfuck, enfin tu les... Oui, tu leur dis, mais attends, mais comment ça se fait? Le saumon, je crois que c'était un super aliment, hyper riche en bonne graisse, riche en oméga 3 bordel, qu'est-ce que tu nous Oui, dis c'est là, ça. Denis? Mais parce qu'en fait, les mecs, je leur donne une pépite. Tu vois, je leur donne une pépite. Parce que d'une, je leur dis, bah, le saumon qui. En fait, je casse une croyance. Hmm. Tu vois, je casse une croyance. Et derrière, je leur dis, bah, il y a un aliment, mec, que tu connais pas, que tu consommes pas, que tu devrais consommer. Et ça, avec un bon montage, c'est le secret, tu vois. Et en fait, aujourd'hui, c'est ce que je disais, j'en parlais hier avec un gars de la salle. Aujourd'hui, j'ai masterisé, entre guillemets, le format court. C'est-à-dire que je sais exactement comment faire une vidéo qui peut faire énormément de vues. Bah, depuis 3 ans, 4 ans que tu fais de ça. C'est ça, oui, parce que, bah, encore une fois, imagine, parce que du coup, c'est Instagram que j'ai commencé depuis 2 ans, mais TikTok, j'ai commencé avant ça. Donc, j'en ai créé du contenu, j'en ai créé des vidéos, j'en ai analysé, j'en ai de la donnée, tu vois, sur ça. Mais, encore une fois, c'est du contenu, on va dire, putaclic, du contenu qui va rien apporter. C'est bien que tu le dis, c'est bien, Et, et en franchement. fait, genre, juste, j'ai pas envie de créer du contenu qui fait des vues. Parce que, encore une fois, ce qui m'intéresse, c'est de partager. Ce qui m'intéresse, c'est les échanges. Ce qui m'intéresse, au final, c'est, entre guillemets, avoir votre confiance. Vous, auditeurs du podcast. Si je me mets à faire que des vidéos putaclic où je te présente des trucs, on va dire, juste pour faire des vues, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. J'ai pas envie de faire, on va dire, mon audience, de créer ma communauté sur uniquement du buzz et des trucs putaclic, tu vois. Et je pense que c'est là où beaucoup de créateurs tombent un peu dans ce panneau la course aux vues. C'est pour ça que beaucoup aiment faire du drama, aiment faire ce genre de choses, parce que ça fait des vues. Mais en fait, les vues, c'est pas ça qui fait la confiance, tu vois. Et aujourd'hui, je choisis de faire le choix, voilà, sur mon contenu, de partager de l'information. Et plus récemment, vous remarquerez d'ailleurs que je me suis beaucoup plus dirigé vers le format long
Et mes vidéos, du coup, sur TikTok, Insta, c'est quoi? C'est tout simplement des clips, soit du podcast, soit de mes vlogs YouTube. Parce que, en fait, j'ai de plus en plus ce besoin d'apporter du contexte. Parce que, en fait, juste donner de l'information sans contexte, ça me, en fait, ça me correspond plus. Certes, du coup, c'est le format court qui a aidé à me faire connaître. Mais aujourd'hui, j'ai juste envie de donner de l'information de qualité. Voilà, entièrement donner l'information. Pas Et juste en donner une petite brief de 30 secondes, parce que on le sait, et ça va être là où on va en venir, c'est qu'avant, il fallait chercher l'information. Maintenant, il faut la trier, l'information. On se rappelle, comme on l'a dit au début de ce podcast avec Denis, où on cherchait pendant des heures à scroller sur les forums des choses qu'on ne connaissait pas. Aujourd'hui, on a tellement d'infos qu'il est difficile de trier. Et surtout, avant, il n'y avait pas de nuance. C'était, tu fais ton programme, tu le fais comme ci, comme ça. Maintenant, il faut apporter de la nuance. Et c'est ce qu'on a peut-être moins avec cette information à outrance, qui est très bien, hein. Il y a des personnes qui font du très bon contenu. Mais du coup, apporter des infos sur du format court de 30 secondes, ça ne correspond pas à la réalité. Et s'il n'y a pas le contexte qui va avec, donc en gros, il faut passer beaucoup plus de temps sur le format, on ne peut pas tirer les conclusions exactes pour nous. en fait, c'est exactement ce que je disais tout à l'heure sur la création de contenu. Aujourd'hui, je préfère faire un format, par exemple, vlog où je m'entraîne. Les mecs, genre, juste suivent mes entraînements. Quand ils voient, du coup, mes entraînements, ils les connaissent, hein, c'est les mêmes. Il y a pas, c'est les mêmes exos chaque semaine. Et genre, juste, en fait, ils ont le contexte à chaque fois, tu vois. Aujourd'hui, je fais, par exemple, aujourd'hui, je diminue mon volume parce que la dernière fois, j'ai pas suffisamment récupéré. Tu vois, si tu fais un réel sur ça, c'est extrêmement compliqué. Tu vas dire, bah, mec, si tu n'arrives pas à progresser, diminue ton volume, tu vois. Et du coup, on va retenir le diminue ton volume. Et voilà, et le mec, il va dire, oh bah ok, c'est bon, j'ai trop de volume, il faut que je diminue mon volume, etc. Tu vois. Là, voilà, il y a tout le background de mes précédentes séances où du coup, bah, j'ai eu du mal à récupérer, j'adapte, il y a du contexte, tu comprends et tu peux plus facilement l'appliquer à ce que tu fais. Donc oui, le format court, comme a dit Rémi, et tu l'as très joliment dit, aujourd'hui, il faut le trier. Aujourd'hui, il faut le trier. Et je le vois bien, en fait, c'est pas... actuellement, en fait, j'ai cette problématique j'essaye de trouver une bifurcation, entre guillemets, pour continuer à apporter de l'information en ayant du contexte, de l'information de qualité, tout en... Enfin, c'est ce que je disais au début de cette vidéo, hein. Quand je fais une vidéo qui est extrêmement travaillée, qui du coup va apporter du contexte, de la nuance, de l'information de qualité, les gens en fait ne vont pas la regarder. Je pense à ma vidéo sur la digestion, je pense à ma vidéo sur les points faibles, je pense à ma vidéo sur la satiété, le volume alimentaire. Tout ça, c'est des informations, enfin c'est des vidéos où j'ai apporté quand même un peu plus de contexte, où j'ai apporté un peu plus d'informations, et forcément, c'est des vidéos qui n'ont pas marché. Mec, c'est celle que tu as faite sur le tableau blanc qui est juste derrière toi. Donc là, tu es en train de me dire que le tableau blanc, il n'est pas encore rentabilisé, c'est ça que tu es en train de me dire? Il n'est pas rentabilisé cet enculé de tableau. Comment on va faire, mec? Il va falloir que je trouve un autre format. Putain, parce que là, le trou dans la trésorerie... Il a coûté extrêmement cher ce tableau blanc. C'est faux. Il a coûté 30 balles. Il est toujours pas rentable, c'est ça qu'il faut retenir. Ouais, c'est ça. C'est pour ça. Ah, Ouais, c'est vrai très très drôle. Ça, c'est très très drôle. Il est pas rentable. Et du coup, je disais que toutes les vidéos sur TikTok ont fait plus d'une minute et il a toujours pas été remboursé. Donc ça vous laisse imaginer combien un créateur gagne sur les réseaux. Ah, moi, j'adore. Franchement, le parallèle, il est puissant. Il est vraiment très très puissant. Mais voilà, tout ça pour dire que L'évolution du coup de la musculation à travers les années, c'est vraiment ça, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de cloches qui retentissent et il est difficile de trier. Et c'est là où les coachs ont leur rôle à jouer. On l'a dit dans le podcast avec Lucas, un bon coach, c'est un coach qui va être capable d'apporter de la nuance dans son propos et qui va adapter la méthode à la personne qui l'accompagne. Et ça, vraiment,
ça va vraiment à l'opposé de ce qu'on pouvait avoir au tout début, de ce qu'on a pu observer dans les salles de sport quand on a commencé la salle de sport, enfin quand on a commencé la musculation, quoi. Et c'est vraiment là où les coachs ont leur rôle à jouer, Bah, être coach, c'est un métier. bien sûr. Être coach, c'est un métier. Aujourd'hui, tout le monde s'improvise coach, mais la vérité, c'est que tout le monde ne peut pas le faire. Tu vois, c'est comme la nutrition, tout le monde a son mot à dire. C'est vrai que en fait, tout le monde mange, du coup, tout le monde se sent légitime de donner des conseils. C'est comme tout le monde, enfin, pour les gens qui cuisinent, tu vois, ils sont tout de suite. En fait, quand tu fais quelque chose, tu te sens plus légitime de donner des conseils, surtout quand tu as des résultats, entre guillemets. Tu vois, c'est pas comme la mécanique où quand tu n'as jamais fait de mécanique, tu vois, tu vas pas apporter ton grain de sel. Si tu es face à un mécano, il va te dire faut changer la courroie de distribution, tu vas dire oui. C'est Tu vois. ça. Tu vas dire oui. Ou à la limite, tu vas appeler ton daron. Mais c'est tout. Aujourd'hui, la muscu, en fait, vu comme c'est quelque chose qui se multiplie, tout comme la nutrition, tout le monde apporte plus facilement son grain de sel. Aujourd'hui, du coup, avec la multiplication aussi des pratiquants, forcément, bah, du coup, il y a de plus en plus de personnes qui ont un bon physique, alors qu'à l'époque, c'était rare. Bon physique pour diverses raisons, hein, bonne méthode d'entraînement ou non, hein, ça peut être parfois genre la génétique aussi, ou le dopage, hein, tout simplement. Ouais, ouais, faut dire Faut le les dire. termes. Et du coup, voilà, forcément, eh bien, tout le monde n'est pas coach, tout le monde n'a pas cette capacité à analyser les données correctement. Encore une fois, il faut voir, moi aujourd'hui, c'est vrai que quand je vois des coachs sur les réseaux qui font des vidéos pour dire qu'en fait, ils basent leurs connaissances sur les vidéos de d'autres coachs, en fait, ça me fait peur, tu vois. En fait, je me dis, mais mec, c'est pas. En fait, tes connaissances, tu les as pas en regardant TikTok, tu vois. C'est pas comme ça que tu as des connaissances, tu vois. Tes connaissances, tu les as via l'expérimentation, via de la recherche. Et quand je dis de la recherche, faire de la recherche sur TikTok, c'est pas faire de la recherche, tu vois. Donc ouais, quand aujourd'hui je vois des gens qui disent, qui font des vidéos, oui, aujourd'hui, bah moi, mes connaissances, je les base sur, par exemple, celles de créateurs comme Paul Carter, TNF, Coach Kassem, etc., qui sont des coachs très bien, mais encore une fois, qui vont apporter Un, du, un, un du point, pot- un point de vue, un voilà. point, un point de vue, encore une fois, avec parfois plus ou moins de nuances, hein, on rappelle, on est sur les réseaux. Également des informations qui vont être plus ou moins comprises, hein, on en parlait dans le podcast avec Lucas. Donc forcément, bah ouais, tu peux pas juste avoir des connaissances si tu te bases sur ce que tu vois sur les réseaux. Exactement. Il y a Aurélien Broussal qui dit une citation, enfin c'est même le slogan de son travail, de son entreprise, c'est un bon coach, c'est un coach qui n'arrête jamais de se former. Et je crois que lui, il a parfaitement résumé la chose, c'est que les infos que tu récoltes aujourd'hui, elles seront toujours à faire évoluer et à remettre en question au fur et à mesure de ta pratique que tu vas avancer dans ta vie. Euh, Te dire aujourd'hui que tu sais tout, c'est faux. Dire aujourd'hui que Denis ou moi, on a un capital de connaissances, c'est vrai, mais jamais on dira qu'on sait tout. Parce qu'on est en perpétuelle évolution, en constante recherche d'informations, parce que c'est ce qui nous anime depuis le départ. Si vous l'avez bien suivi, nous, depuis le départ, on cherche les infos, on essaye de les comprendre, de les appliquer, et je crois que c'est ce qu'on préfère en fait le plus, c'est trouver une info qui est contradictoire avec ce qu'on pourrait penser, et se dire, oh, enculé, qu'est-ce qui nous a été pondu là? Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Et essayer du coup euh, de la comprendre, de l'analyser, d'expérimenter et de voir après comment on peut en tirer. De la confronter De la aussi. confronter, ouais. Dans le sens où parfois il y a des informations qui tombent, tu te dis, ok, très bien. Est-ce que ça va faire remettre en question tout ce que je pensais jusqu'ici? Tu vois, c'est contradictoire. Tu te renseignes un peu, tu te rends compte qu'au final, il y a des choses qui sont, tu vois, le nombre de participants, par exemple, d'une étude, ce genre de choses, le groupe de participants, ça se trouve, c'était pas des pratiquants entraînés, tu vois, genre, il faut pas tout prendre non plus au pied de la lettre.
Il faut nuancer là où du coup les gens en fait ne sont plus capables de faire ça et veulent juste voilà, du contenu, du contenu, du contenu. Et aujourd'hui, c'est ça en fait. Je l'ai dit dans un de mes vlogs, il me semble. Je l'ai dit d'une manière assez brutale. C'est pour ça que je crois que j'en ai pas fait l'extrait parce que ça serait pas passé sur les autres plateformes. Mais en gros, je disais qu'aujourd'hui, en fait, avec les réseaux, on te gave de contenu. Tu vois, l'image que j'avais, c'est en gros, les réseaux sociaux, c'est quoi? C'est quand on arrive, tu sais, dans le couloir pour nourrir les veaux et que tu allumes la lumière et qu'ils te regardent tous, tu vois. Ouais. Et C'est un peu comme le canard que tu engraisses. c'est ça, tu vois. Genre, les veaux, ils te regardent avec leurs yeux et puis ils attendent juste que tu leur donnes quoi? Bah, tu sais, de l'orge concassée et les granulés, tu vois. Et que tu retournes le maïs parce que, putain, le maïs, c'est ce qui fait monter les calories. Exactement, tu vois. Et genre, tu les nourris, tu les nourris, tu les nourris, et ils sont contents. Et au final, c'est ça. Aujourd'hui, les gens sont gavés d'informations. Sauf que le problème, encore une fois, c'est un problème de digestion, tu vois. Oh, il est trop fort, il est trop fort. Le problème, c'est la digestion. Les gens n'arrivent pas à digérer correctement les informations. Et au final, c'est, j'ai envie de dire, la raison pour laquelle ça chie. Ça chie dans la colle, mec. Voilà. Je sais pas ce que je voulais dire. Je crois qu'on a fait un bon petit tour là-dessus. En vrai, je pense je sais pas si tu as d'autres choses à ajouter, mais je pense qu'on a fait un bon petit tour. Hein. Si juste pour conclure, c'est que si tu es noyé dans cette masse d'informations, alors bien sûr, bah, après, si tu as besoin de réfléchir et de prendre toutes ces informations, de les traiter tout seul, tu peux. Mais sinon, tu fais appel à des gens qui sont compétents. Lucas en parlait encore dans le dernier podcast, on fait beaucoup de références à Lucas parce qu'il était là il n'y a pas si longtemps. Et tu prends une consultation ou tu prends un suivi et du coup, bah, tu apprendras aussi peut-être plus facilement. Ouais, mais alors, ça, ok, mais ça, c'est une solution. Tu sais, c'est toujours la même chose. Ah mais on dit pas que c'est la meilleure. T'as la solution payante, payante qui est toujours le raccourci, hein, au final. En fait, à quoi sert un coaching? À quoi sert une consultation? À gagner du temps, hein, tout simplement. C'est ça, gagner du temps. C'est un accélérateur, c'est un catalyseur. Si tu veux en fait faire la version gratuite, juste le meilleur conseil que je peux te donner, c'est prendre du recul sur l'information. Sur tout, absolument tout. Voilà, quand tu as une information, ne le prends pas comme une vérité absolue. Genre juste prends suffisamment de recul, c'est ce que je disais, n'aie pas la tête dans le guidon, tu vois. Ne sois pas complètement biaisé. Et c'est là où en fait c'est difficile. Parce que quand ça te concerne toi-même, tu es toujours biaisé, tu vois. Quand tu cherches quelque chose pour toi-même, c'est toujours difficile de faire le tri dans les informations parce que tu es biaisé, etc. Mais voilà, le meilleur conseil que je peux donner, c'est prendre du recul. N'aie pas la tête dans le guidon, genre regarde le vélo de loin. Et c'est comme ça que tu pourras en fait apprendre à nuancer et ne pas tomber dans un extrême qui est tout blanc ou tout noir, mais avoir un peu plus de nuances de gris. Oh, putain, c'est beau. Il est trop fort, il est trop fort. J'ai mon micro banane qui est en train de chier dans la colle aussi. Tout ça pour dire que c'était un peu la rétrospective. On a fait un petit peu l'historique selon notre perception, et c'est bien de le rappeler encore, sur l'évolution du fit game, pas du fit game, pardon, de la musculation sur les 15 dernières années, de notre point de vue à Limoges, donc c'était bien aussi de le préciser. Ça m'a fait plaisir parce que ça nous a rappelé des bons souvenirs. Ça nous a rappelé aussi les tout premiers podcasts aussi qu'on avait tournés sur justement nos débuts en musculation. Donc c'était cool de faire un petit retour en arrière, la fameuse Madeleine de Proust que j'adore. Merci mon big bro, ça m'a fait bien plaisir de faire un podcast. Ouais, c'était cool, c'était un petit retour en arrière. Et puis un podcast aussi qui était finalement assez éloigné des trucs un peu pratico-pratiques qu'on peut aborder dans le podcast sur le côté bon bah voilà, combien de séries, combien de RIR, etc. Là on était sur quelque chose d'un peu plus philosophique. C'était cool du coup d'accorder un peu plus de temps sur un autre thème. Ouais, mais qui apporte quand même je pense de la valeur et de l'information. Ah mais évidemment, sinon on le ferait pas. Et puis surtout, je pense que ça plaira. Moi, c'est vrai que dans tous ces souvenirs, ça m'a quand même fait rappeler que... Attention à la chute. Depuis le temps, j'ai toujours pas réussi à me débarrasser de toi. Il n'y arrivera pas, ce con. Bon, en tout cas, je pense qu'on peut conclure ce podcast de façon extrêmement brutale, comme ça d'un coup. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à nous dire
vous, comment vous avez vécu cette évolution du fitness? Depuis combien de temps aussi vous êtes pratiquant? Ouais. Le vrai nombre d'années, hein. Ne commencez pas à nous dire 2 mois sérieusement alors que ça fait 10 ans que tu vas en salle. Je te vois venir. Je te vois là, derrière ta vidéo, derrière tes oreillettes. Je te vois. Supprime le et demi que tu étais en train d'écrire dans les commentaires là. Et là, ils vont nous sortir des 2,83. Voilà, dites-nous un peu votre ressenti vis-à-vis de tout ça. C'était un vrai plaisir de partager tout ça avec vous. Un vrai podcast encore 100% passion. Ouais. Et puis Merci pour votre écoute. Continuez de mettre 5 étoiles sur Spotify. On monte petit à petit, on a dépassé les 1100 évaluations. Toujours 5 étoiles, bordel Ça, c'est bien. bordel de merde. Quoi, et si vous écoutez sur YouTube aussi, mettez des likes sur YouTube parce que ça aide pour le référencement. C'est vrai que il y a mes vidéos YouTube, c'est vrai que je dis jamais trop de liker et genre parfois les vidéos font genre 3000 vues, 4000 vues et il y a 20 likes, tu vois. Donc pensez à liker. Ça aide pour le référencement, ça aide du coup pour que d'autres personnes tombent dessus et puis tout simplement puissent avoir accès à ce qu'on dit. Donc si vous trouvez que c'est pertinent ce qu'on dit dans les podcasts, n'hésitez pas à nous aider aussi dans le référencement pour propager ce qu'on dit à d'autres personnes. Merci pour tout. Et on vous dit à très bientôt dans un prochain épisode du Zero Hair Podcast. À bientôt.